Et salut, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, c'est un mélange entre un demande conseil et les coachs en cause. Et nous allons parler d'un sujet hyper intéressant et vous allez l'entendre, hyper complexe aussi à la fois. J'espère que vous allez apprécier cet échange. Mais juste avant de passer à la présentation, je souhaitais remercier toutes les Patreons et tous les Patreons qui nous soutiennent, qui soutiennent le LTP à partir de quelques euros par mois pour soutenir la création de contenu indépendante. Et donc il est important de comprendre que dès que vous intégrez cette communauté, vous pouvez aussi bénéficier de contenu spécifique, privé, dédié à vous. D'ailleurs, je vais vous mettre à la fin de cet échange, de cet épisode public, je vais vous mettre un petit extrait de les recos de Yannick. Yannick est un Patreon australien qui est passionné de trail, passionné de lecture, de visionnage de vidéos, d'écoute de podcasts, etc. Et il nous a donc donné comme le deuxième opus de ces recos. Les dernières étaient il y a 2 mois et donc aujourd'hui on a parlé de pas mal de choses qui sont sorties récemment. Donc je vous laisse ce petit extrait à la fin de l'échange. Donc si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast, rendez-vous sur Patreon, patreon.com/Let's Try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation des sujets et des invités du jour. Aujourd'hui, donc comme je le disais, j'ai décidé de faire un sujet assez technique et qui me tient à cœur. Il s'agit du testing des trailers. Comment doit-on faire? Comment devons-nous faire, nous, en tant que coach, en tant que data scientist, etc., pour tester nos trailers? Et nous allons aborder ce sujet sur 2 grands points. Tout d'abord, le testing plutôt orienté laboratoire. Et dans un deuxième temps, comment on peut faire, nous, pour tester nos sportifs sur le terrain par des méthodes simples et applicables assez facilement. Pour ce sujet, j'ai décidé de faire appel tout d'abord à Sébastien Dubois, qui est un coach du réseau Expert Sport Coaching qui nous a rejoint, qui a été un des tout premiers à nous rejoindre au sein du réseau. Nous avons été également accompagnés de Rémi Rivet, le fameux Rémi Rivet qui a déjà intervenu à 2 reprises dans le LTP, qui est sport scientist indépendant. Et nous avons également fait appel à Antoine Gaudin, qui est kinésithérapeute au sein de la structure Physiosport Besançon, qui a également un master en sciences de l'entraînement et qui vient de décrocher un doctorat en biomécanique. Donc voilà, vous voyez qu'avec tous ces intervenants, nous avons de quoi échanger. Alors n'ayez pas peur, vous savez que je suis assez transparent, mais là pour le coup, cet épisode par moment tire vraiment sur le haut niveau de technicité et il est quand même aussi bon de rappeler qu'en tant que coach, ça fait aussi toujours du bien de parler avec des gens qui ont un niveau de connaissance aussi important. Car nous avons tous en tant que coach à apprendre de ces spécialistes des sujets dont il est question. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation avec Sébastien, Antoine et Rémi. Bonne écoute. Je suis avec Sébastien Dubois, Rémi Rivet et Antoine Gaudin. Salut à tous les 3, je suis très très heureux de vous recevoir sur le podcast cette fois-ci. Alors je dois vous avouer que c'est avec une grande excitation que j'attendais cet enregistrement, un des épisodes et les sujets les plus attendus me concernant. On va pas se mentir, ça va être assez chargé en informations. Donc prenez votre temps, et prenez un papier, un stylo, on essaiera de retranscrire ça de manière écrite dans les descriptifs de l'épisode. Mais globalement, voilà, je suis très 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 heureux de vous recevoir tous les 3. Sébastien, je te laisse te présenter en quelques mots. Qui es-tu? D'où tu nous viens? Et qu'est-ce que tu attends de cet épisode? Alors déjà merci Nico pour l'invitation, ça me fait super plaisir et bonsoir à tous. Alors moi je viens du bassin grenoblois, j'habite en périphérie de Grenoble et aujourd'hui je suis entraîneur, c'est mon activité principale. Donc moi je viens plutôt de l'empirisme et ensuite je me suis formé. Je viens pas d'un cursus scientifique par rapport peut-être aux autres, donc je suis vraiment 100% terrain. Donc c'est pour ça que moi la partie labo je la connais pas. Aujourd'hui je travaille beaucoup en présentiel, donc je vois un public très large. Donc ça va de l'ultra débutant jusqu'à l'ultra trailer, on va dire, confirmé expert. Et je travaille de manière prépondérante pour le club Trail Running Odyssey, qui est une référence dans le bassin grenoblois.
Et puis, comme tu l'as cité avant en off, donc je fais partie du réseau Expert Sport Coaching, de l'excellent réseau, pardon, Expert Sport Coaching, depuis septembre, où on travaille tous de concert. Et donc, super content d'être ici parmi vous. Et moi, je suis issu d'une reconversion, donc c'est mon métier depuis pas si longtemps que ça. On a ça en commun aussi. Merci Seb pour cette présentation, c'est excellent. Salut salut Rémi, pardon. On a dû te la faire plusieurs fois celle-là, j'imagine. Ouais. Okay. Comment vas-tu? Et ça me fait plaisir de te retrouver une nouvelle fois dans le podcast. T'étais déjà intervenu à 2 reprises sur le sujet de la distribution de l'entraînement. C'était l'épisode 222, si vous voulez aller écouter ça. Et puis sur la durabilité avec Nicolas Martin sur l'épisode 234. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis? Merci déjà de m'accueillir une nouvelle fois pour parler d'un truc aussi intéressant, je pense. Depuis j'ai pas changé mon programme, hein. Moi ça c'est toujours pareil, j'entraîne et ouais, ça constitue mon activité principale, donc voilà. Après, pour peut-être une petite présentation pour ceux qui ne me connaissaient pas, mais moi j'ai un cursus très académique, très classique, très académique. Une licence entraînement, un premier master entraînement. Et après, donc avec toujours des portions recherche en parallèle, moi je travaille sur de la biomécanique, un truc que tu dois bien connaître, Antoine. Et ensuite j'ai refait un second master en ingénierie, donc là plutôt orienté vers de la data. Et là j'ai continué à travailler aussi en recherche avec Pierre Samosino sur la relation force-vitesse en ski de fond. Et puis après j'en avais marre. En fait j'ai j'ai dit non, en fait il faut que j'entraîne là, c'est plus possible. Donc je me suis mis à entraîner. Et maintenant, je suis indépendant et je travaille dans en fait différents sports, trail, course de montagne aussi, ski alpi sur des formats courts, sprint, et puis ouais, triathlon, et puis c'est à peu près tout quoi. Excellent. Bon. Comme je vous le disais, 2 épisodes hyper intéressants si vous voulez en savoir plus sur Rémi. Je répète encore une nouvelle fois que tes contenus, notamment sur ta chaîne YouTube, Rémi Rivet, tout simplement, sont excellents. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes passionné de sciences de l'entraînement, etc., à aller voir les contenus de Rémi. Il y en a beaucoup et ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Donc merci à toi d'être là encore une nouvelle fois, Rémi. Ah, merci. Antoine, première fois pour toi sur le LTP, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Merci déjà de l'invitation. Et puis, pour une petite présentation, moi c'est Antoine Godin. J'ai comme Rémi un cursus qui est plutôt académique, mais un petit peu différent de mes 2 collègues d'avant, parce que je suis kinésithérapeute libéral. C'est mon activité principale. Et pour le lien avec le podcast aujourd'hui, c'est que j'ai fait un master entraînement comme Rémi après mes études de kiné. Je suis parti en thèse sur de la biomécanique, mais de la biomécanique un peu gentille, du paramètre spatio-temporel de course, c'est pas des trucs trop compliqués. Et à côté de ça, j'ai eu l'occasion de me former un petit peu sur l'évaluation physio et que je pratique un petit peu au sein de mon activité auprès du team de trail Brooks. C'est mon lien avec le trail et c'est aussi mon lien en tant que kiné et un petit peu dans le milieu de l'entraînement. Donc pour simplifier, tu travailles avec le team Brooks pour notamment leur effectuer leurs tests physio en labo, etc. que vous faites au sein de vos locaux, quoi. Ouais, on a fait une première année au sein de nos locaux, qui était une bonne première expérience. Et la deuxième année, on a essayé on a changé le lieu de rassemblement, donc on a essayé de faire un petit peu de testing avec des outils de labo en extérieur, avec les limites que ça a eu. Et puis là, cette année, on va refaire en labo. On ressort du terrain pour retourner dans un endroit plus cadré en février. Excellent. Bon. Pourquoi cet épisode? J'aime bien toujours faire une petite introduction comme ça pour recadrer les choses et expliquer pourquoi on est là, tous. C'est le testing du trail. Alors, vous savez, moi, je suis coach depuis pas si longtemps que ça finalement, 3-4 ans. Je commence à avoir pas mal de recul et à vrai dire, en étant tout à fait sincère, ce qui est de mon point de vue le plus difficile dans le cadre du coaching, c'est d'analyser les performances, de vérifier la progression, etc. Donc déjà, pour moi, le sujet il est hyper important dans le cadre de l'accompagnement sportif. Et je pense, et je vais te laisser la parole à Étienne Rémi, est-ce que tu vas dans le même sens que ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il est hyper important quand on accompagne quelqu'un d'avoir
et c'est la première des choses qu'on apprend, notamment quand on est en formation d'éducateur sportif notamment. Il est hyper important de mettre des jalons et de vérifier la progression, alors dans différents axes, mais c'est hyper important, c'est la première chose à faire. Qu'est-ce que tu peux en dire de cette importance du testing? Après, on pourrait faire des parallèles toujours sur les autres sports, mais si on prend des activités assez bien structurées, faciles à standardiser, comme, je sais pas, le demi-fond, etc., ça viendrait pas à l'idée à un athlète de pas essayer d'objectiver la progression, peu importe que ce soit en courant un peu plus vite les reps ou en pinçant les récup, etc., qu'on arrive toujours à objectiver la progression, alors que sur des activités où on a quand même plus de des habilités ouvertes, on a vachement de mal en fait à objectiver la progression d'un athlète dans le trail, et ça pose un problème. Donc après, on peut y aller un peu à tâtons. De toute façon, on sait que c'est la compétition qui sera révélatrice de la performance. Donc c'est ça au final qui est intéressant, mais on pourrait très bien se dire c'est pas parce que mon athlète performe qu'il progresse réellement à l'entraînement, c'est peut-être un artefact et en fait mon athlète il est juste bon comme ça. Donc c'est là où en plus moi j'essaie en tout cas d'avoir un regard, on va dire, objectif et aussi d'objectiver. Alors, c'est hyper compliqué à l'extérieur de le faire et souvent, on revient avec des méthodologies à l'intérieur. Parce que, comme Antoine disait, en fait, on revient naturellement au labo parce que c'est standardisé et on sait qu'on peut comparer les choses. On est éloigné du terrain, mais en même temps, on arrive à objectiver et parfois, c'est plus important. Donc, ouais, je pense que si on se réfère à n'importe quelle activité hors trail, etc., toutes les disciplines un peu outdoor, ça ne viendrait pas à l'idée en fait de ne pas être capable d'objectiver la progression. Et pourtant dans le trail c'est très rare c'est à part si on va refaire un segment et on voit qu'on a amélioré notre temps de 15 secondes, et c'est la meilleure manière au final de voir une progression pour un même RPE, etc., même si on pourrait débattre ça, ou alors en compétition sur des compétitions qu'on fait chaque année et essayer d'objectiver à partir de là. Après, c'est limitant dans le sens où à chaque fois, il faut envoyer ton athlète sur une compétition, quoi. On n'est pas capable d'objectiver de séance en séance, et c'est pour ça que moi, j'ai tendance déjà pour les trailers, en tout cas, j'ai tendance à continuer de leur faire du plat aussi pour ça, parce que je suis capable d'objectiver et être certain que ça progresse. Par exemple, on pourrait avoir un débat sur le transfert et aussi de l'entraînement sur tapis. Mais après, bon, évidemment, il y a une question d'adhérence aussi de l'athlète, c'est hyper large. En tout cas, moi, dans ma philosophie d'entraînement, j'ai un besoin d'objectiver la progression. Et du coup, faut passer par un environnement qui est un petit peu plus standardisé, quoi. Excellent. Si on reste sur les généralités de l'intérêt de ce testing-là, toi, Antoine, de ton côté, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette notion de test des athlètes? Tu suis, toi, des sportifs à titre individuel, par exemple? Oui, alors des sportifs notamment au sein du team, et puis quelques sportifs aussi à côté hors team, mais c'est pas mon activité principale non plus. Mais après, je trouve que ce qu'a dit Rémi qui était très vrai au niveau de la compétition, il y a un autre facteur aussi, c'est peut-être que mon athlète il a progressé, mais comme le niveau il augmente sur les compétitions, et ça on le voit quand même tout le temps, si on regarde un classement, en fait, le problème c'est que l'athlète il dit j'ai fait le même classement que l'an dernier, est-ce que j'ai vraiment progressé? Oui, non. Et avec la densification, c'est un petit peu compliqué. Et effectivement, on revient au labo. Et l'autre point, peut-être que d'évaluer une progression, et ça c'est peut-être parce que j'ai un côté un peu kiné, c'est que moi j'aime bien l'idée de poser un diagnostic, de dire alors oui, j'ai besoin d'évaluer une progression, mais j'ai besoin de être suffisamment exhaustif dans mes évaluations pour être capable de décrire l'ensemble de la personne d'un point de vue de sa performance ou de ce qu'elle prépare dans l'environnement où elle évolue, etc., etc. Donc l'idée de diagnostic, je trouve, c'est aussi intéressant, et ça permet, quand tu connais pas très bien l'athlète aussi, quand tu commences à travailler avec lui, de pouvoir lui donner aussi quelques réponses, et puis toi, savoir aussi ce que tu peux peut-être conseiller aussi à l'entraîneur. Parce que moi, ça m'arrive quand même plutôt souvent aussi dans ce sens-là, où souvent je fais le testing et c'est pas moi qui entraîne. Donc c'est un autre côté, je pense. Je profite de la perche tendue là sur le sujet notamment des testings physiques que tu pratiques, hein, notamment les tests plio, etc., plutôt biomécanique, on va dire. On va pas du tout parler de ça aujourd'hui. On va être vraiment sur l'aspect physio. Donc ça c'est bien, c'est un élément que je voulais mettre vraiment en avant dans le cadre de cet épisode. Mais effectivement, oui, c'est quand on vous écoute tous les deux, Rémi et Antoine, on voit déjà qu'il y a deux choses dans l'aspect testing. Il y a
le testing de la performance, c'est-à-dire quelle a été la performance de mon athlète, est-ce qu'il progresse en analysant une performance, et il y a l'autre aspect du testing qui est de plutôt poser un postulat de quelles sont les qualités et les faiblesses de mon athlète. Je pense que ça, c'est déjà intéressant de faire la distinction de l'approche générale. Toi, Seb, de ton côté, quelle est ton approche, si je te parle testing d'un point de vue un peu général, comme ça, là, par rapport à ce qui vient d'être dit par Rémi et Antoine? Ouais, je peux être que d'accord avec ce qui va être dit et ce qui a été dit, mais le truc c'est que là on parle quand même un petit peu, c'est un petit peu élitiste à mon sens, dans le sens où c'est qu'une très faible population qui passe en labo, à mon sens. Moi, je vois du grand public sur un club de 200 adhérents par exemple, combien se ferait tester en labo, je ne sais pas. Et du coup aujourd'hui, si on parle vraiment d'aller terre à terre dans les tests qui peuvent être faits, je pense qu'il faut rester quand même sur du test terrain basique, qu'on connaît, qu'on maîtrise bien, qui est reproductible, on va dire, le plus possible. Maintenant, ça n'ira jamais au point de vue du labo, c'est sûr, parce que le labo, c'est aseptisé, c'est arrêté, c'est mesuré. On peut mesurer très finement les gains, etc. Après, la compétition, je suis d'accord. Ça dépend aussi comment l'athlète sera sur son l'aspect mental à ce moment-là. Il y a ça. Est-ce que je suis très stressé avant ma compétition? Est-ce que voilà, ma première heure, j'ai fait n'importe quoi ou pas? Donc voilà, la compétition, ouais, ça reste quand même le reflet de ce qu'on est, je pense, si on est à 100% de ses capacités. Après, d'aller comparer deux compétitions dans deux contextes différents, faut prendre ça un petit peu avec des pincettes quand même. Mais après, c'est sûr que rien ne vaut le labo si on veut vraiment avoir quelque chose de très arrêté. Mais maintenant, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On va parler de tous ces sujets. Alors, on va découper les échanges là, en deux grandes parties. La première partie, ça va être plutôt les testings en labo. Et la deuxième partie, ça va être plutôt le testing en mode terrain, quoi, hein, sur le terrain. Et on va aborder notamment ces sujets de retour d'expérience et d'analyse des performances, notamment sur les courses. Moi, ce que j'aimerais bien aborder avant de passer à la première partie, c'est la notion de modalité de testing. C'était Sean Seal, que je salue d'ailleurs, qui en parlait. Toi aussi, Rémi, vous en parlez souvent. C'est souvent, on a un peu trop tendance aussi, notamment dans le cadre du testing de manière générale et surtout en labo, à faire un peu des raccourcis. Il faut quand même mettre un warning sur le fait que il y a test et test. C'est-à-dire que d'un point de vue physiologique, et tu abonderas, Rémi, je pense, dans ce sens, il y a vraiment des modalités spécifiques de testing. Un test en vélo, par exemple, ne sera en aucune mesure, ou alors que dans très rares cas, utilisable en course à pied ou donnera des indications sur la course à pied. Et j'irai même plus loin, un test à plat donnera aussi peut-être certainement des éléments différents sur une pente à 12%. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi, Rémi, là-dessus, la modalité de la spécificité de l'effort? Ouais, après je pense pour n'importe qui, c'est des notions qui sont pas étrangères. Il y a le principe de spécificité. Si on veut faire de la course à pied à plat, se faire tester en vélo, c'est sûr que c'est pas la même chose. Surtout que, à part chez les triathlètes, auquel cas des fois on voit quand même des profils qui sont un peu similaires, même en termes de seuil, etc. Mm-hmm. En réalité, on observe des différences dans les fractions, dans les pourcentages de SV1, pourcentage de SV2, même les VO2 max atteintes, parce que c'est des modalités, des coordinations qui sont quand même assez différentes. Donc évidemment que si on a un coureur à pied, et puis je pense que ça va le frustrer, en fait, on va lui dire « Ah bah t'as coureur, mais en fait je vais te mettre sur le vélo ». Il va nous dire « Mais mec, tu vas pas nous mettre sur le vélo quand même ». Donc non, ça c'est hyper important de respecter la spécificité. Après, même à l'intérieur de la spécificité, on peut avoir on peut avoir des modalités qui vont nous donner des résultats qui sont assez différents. Je parlais de la pente. Forcément, si on est sur des pentes très très élevées, même d'un point de vue biomécanique, en fait, on va changer 2-3 paramètres. L'économie sera aussi influencée. Et je pense que forcément, alors Antoine, il pourra peut-être me dire, mais je pense que même les pourcentages, les fractions, etc., ou en tout cas peut-être les amplitudes de VO2, enfin, il y a plein de choses qui changent. Donc, encore une fois, ça veut pas dire qu'il y a un gradient qui est mieux que les autres, mais c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus intéressant, même en termes de répétabilité au sein de plusieurs années, etc. Se dire quel est le meilleur compromis que je peux adopter pour profiler mon athlète, quoi. Et ça va quand même avoir une influence sur pas mal de choses. Bon, après on pourrait parler
ce qui va être vitesse ascensionnelle et tout, parce que c'est des données qu'on a tendance à utiliser. Mais forcément, en fonction du degré de pente qu'on va utiliser, on va pas avoir les mêmes données. Et comment on va réutiliser ça concrètement sur le terrain, ça, c'est une énorme question. En termes de fréquence cardiaque, etc., ça, je pense que ça va. On arrive quand même à bien réutiliser les données. Mais en termes objectifs, en termes de vitesse, parce qu'au final, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est de se dire, à mon SV1 ou à mon SV2, à quelle vitesse j'arrive à aller pour un gradient X spécifique. C'est ça qui est important, en fait. Et il faut jamais sortir de ça. Parce que des fois, on a tendance à se perdre dans la minutie. Mais en fait, la réalité, c'est qu'un athlète, ce qu'il cherche à faire, c'est d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, quoi. Donc, c'est toujours garder le côté objectif de se dire, OK, là, c'est un pourcentage X, j'ai une vitesse X, et après, je contextualise un peu le test autour de ça. Mais même pour le vélo, par exemple, on sait que si on fait des tests de puissance critique en pente et à plat, on va avoir plus ou moins les mêmes valeurs de critique, mais pas les mêmes réserves anaérobie, W'. Donc en fait, vraiment la modalité du test, elle a vraiment beaucoup d'importance. La cadence aussi, elle va avoir une importance, par exemple, sur la puissance critique en vélo. Ça, c'est des trucs que des fois, on voit des mecs qui testent, qui cadrent pas la cadence. C'est un problème, parce que si au début de son test, il est à 60 RPM et à la fin, il est à 90, il y a une variable qu'on n'a pas contrôlée et ça peut être un problème. Alors après, encore une fois, c'est rentrer peut-être dans la minutie, mais se dire qu'il faut opter pour un protocole, le cadrer et de se dire, OK, on va essayer de le réutiliser et au moins ce sera répétable. Je pourrais observer plus ou moins le progrès ou pas et comparer d'une année à une autre, quoi. Mais c'est tout un truc. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on voit, on commence à rentrer dans le vif du sujet. On va parler de notamment ces tests en laboratoire. Hein. Tu vas nous partager ton expérience. Je t'ai vu réagir avec l'athlète Antoine, mais on voit déjà que c'est pas simple parce que il y a des modalités différentes. Il y a une notion de répétabilité pour vérifier justement les évolutions, etc. Nous qui avons avec Thomas, Olivier, Benjamin fait de nombreux tests sur de nombreux athlètes, on s'est vu qu'effectivement, mais comme tu disais Rémi tout à l'heure, par moment c'est un peu difficile d'arriver à sortir des choses qui permettent de l'appliquer à l'entraînement. Toi Antoine, de ton côté, qu'est-ce que tu peux dire de cette notion de modalité de testing, de principe de spécificité dans l'effort? Est-ce que toi tu as vraiment constaté, en ayant fait passer beaucoup de tests, qu'il y a des différences énormes selon la manière dont on fait passer ces tests justement? Alors oui, il y a des différences et je pense que Rémi il a mis le doigt dessus tout à l'heure. Là, si on parle vraiment trail, là, le degré, le gradient de la pente, il est super important là-dessus. Et en fait, ça va influencer la bioméca, mais ça va aussi pas mal influencer la réponse physiologique. La première chose que nous, qui m'a mis un peu dans le testing, c'était un papier avec Greg Doussand de Font-Romeu où justement ils avaient fait faire des tests max incrémentaux à différents gradients de pente. Et on regardait les fréquences cardiaques aux différents seuils, à combien de vitesse ascensionnelle on était effectivement sur les différents seuils et les différentes fractions qu'on avait. Et effectivement, on voit qu'il y a une différence entre être testé forcément à plat, 15%, mais que par contre, plus on arrive dans les pentes hautes, nous, il me semble que c'était 25 et 35%, plus en fait, on a des données qui vont se ressembler. Et en fait, il y a vraiment une différence. Et nous, ce qu'on avait retrouvé aussi vis-à-vis de papiers comme... si c'est des gens qui intéressent, Monsieur Minetti qui avait bossé sur la biomécanique, l'économie, pas mal sur la pente. Ouais, sur l'économie. Et lui, il montrait qu'effectivement, il y avait une différence entre tester quelqu'un qui était fort à plat et tester quelqu'un qui devait performer en montant, justement aux alentours de cette valeur de 15% de pente. Et dans le test, faut se dire que le choix qu'on aura va faire ressortir un profil et va tester une certaine qualité. Je pense qu'il n'y a pas de test unique pour tester et avoir une réponse à tout, ça n'existe pas. Par contre, effectivement, en fonction de ce qu'on veut venir voir pour prescrire de l'entraînement, parce que c'est aussi souvent ça la demande des coachs, qu'est-ce que je peux en tirer? Là, effectivement, c'est intéressant d'aller tester différentes modalités. Par contre, à l'heure actuelle, en tout cas moi, quand on fait les testings sur tapis, on n'arrive pas à estimer juste ou finement une vitesse ascensionnelle qui est transférable terrain parce qu'il y a un trop gros biais environnemental. Par exemple, on a un athlète là qui a sorti 2300 m/h sur le tapis à 20% sur son plateau à VO2 max sur le dernier palier. De la saison, sur toutes les données, il n'a jamais dépassé 2100
sur ces intervalles où il était censé monter très haut. Donc on a quasi 200 mètres/heure de différence, ce qui est énorme à 20%. Enfin, quelle que soit la pente, ça reste quand même des deltas qui sont assez intéressants. Ouais, ça fait 10%, il me semble, d'écart. Ouais. C'est pas mal quand même. Hein. C'est quand même beaucoup, effectivement. Donc là, effectivement. D'ailleurs, je voulais faire un petit warning un nouveau warning. On n'est pas en train de parler de tests physio médicaux. Hein. Ça, c'est des tests qui sont faits par des cardiologues. Nous, on est vraiment on se limite vraiment à la performance. Hein. On est d'accord, Antoine, tu abondes. Tout à fait. Mais je fais jamais passer de CG d'ailleurs. Puis il faut venir avec un certificat médical et un mot du cardiologue. Comme ça, c'est encore mieux. Ou une licence. Mais oui, tout à fait. Ça n'a pas ce but-là. Quels sont Seb, t'interviens quand tu veux et Rémi aussi, si tu poses des questions. Voilà, c'est une discussion ouverte. Quels sont les intérêts, Antoine, de ton point de vue on a commencé à l'évoquer tout à l'heure. Quels sont les vrais intérêts d'un test labo versus des tests terrain? Moi, j'abondais aussi dans le sens de Rémi. Un test labo, tout est cadré. Donc en fait, ça permet aussi de construire son jeu de données quand tu es testeur, et ça te permet de créer des profils, des normes, d'avoir une base de référence aussi pour faire des comparaisons interindividuelles. Et après, je pense que la limite du test labo, notamment en trail, c'est limité par la base de données de la personne qui teste. Si tu veux situer l'athlète, si tu veux poser un diagnostic, à un moment donné, dans la littérature, on n'a quand même pas énormément de publications pour s'appuyer, donner des références, donner des standards. Et comme ce que tu disais aussi, la répétabilité des mesures interlabo, elle est déjà compliquée. Et par contre, l'intérêt du labo, c'est que tout est cadré et que on peut estimer avec fiabilité si un changement est réel entre deux mesures déjà, et puis ça permet aussi d'également avoir des données solides pour poser un diagnostic avec du matériel qu'on connaît quand on est testeur, du matériel sur lequel on a construit notre jeu de données, etc., etc. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de protocole commun à tous les labos et il n'y a pas en fait, chacun fait son propre protocole. On est d'accord? Déjà, rien que sur un test spécifique incrémental en pente, il me semble qu'il y a 3 équipes en Europe qui font des tests qui sont différents. Par exemple, si vous allez en Allemagne, le test incrémental, il se fait à 15%. Et c'est une équipe qui n'utilise pas forcément les mêmes appareils pour mesurer la consommation d'oxygène ou les échanges gazeux qu'en France. Donc, on a un biais de protocole et on a un biais d'appareil. Les Norvégiens, ils font pas tout à fait le même test non plus. Il y a une équipe qui a sorti un papier il y a pas très longtemps où ils ont un profil à 25%, mais ils font des paliers qui sont plus longs. Et en France, il y en a 2. Il y avait le protocole de Pascal Balducci qui était un petit peu démocratisé et qui se faisait aussi à 15%. Et puis celui qui a été démocratisé par Greg Doussan d'Info-Remeux qui se fait entre 20 et 25%. Donc déjà, on n'a pas tous les mêmes modalités de pente. Donc forcément, on sort pas les mêmes modalités de conso d'oxygène aux différents seuils et même max. Et du coup, on n'en sort pas les mêmes données pour l'entraînement non plus. Intéressant. Rémi, tu voulais réagir sur ce que vient de dire Antoine? Ouais, non, mais même, même de discipline en discipline, là on parle du trail, mais quand tu regardes même les protocoles, par exemple, de l'INSEP qui font passer sur de la course à pied, et après tu vas voir la FFC, donc en cyclisme, tu regardes, il y en a un, il fait protocole de Yaneta, c'est-à-dire un step, rampe et un step, et puis de l'autre côté, c'est des paliers longs de 3 ou 4 minutes. En fait, t'es là, tu te dis, putain, déjà là, concrètement, alors c'est bien, encore une fois, si tu arrives à répéter le test et à contrôler ça, mais déjà entre les deux, t'as une différence dans les modalités. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, les deux sont intéressants. Mais ouais, là, on sait très bien que les résultats sont hyper test dépendants, quoi, hyper test spécifiques. C'est pour ça que c'est important de bien contrôler le test et de refaire toujours la même chose, quoi. Je pense que la première des choses, c'est de se dire, si on fait un test labo, si on veut déjà voir une progression, c'est aller systématiquement dans le même labo, parce que comme on le disait, je pense qu'il y a des différences aussi, ne serait-ce qu'au niveau matériel, hein. Tu peux en parler de ça, Antoine, un peu, la fiabilité des différents masques, les VO2 Master, etc., les éléments qui permettent de contrôler tout ça, je pense qu'il y a pas le bon exemple. Pas le bon exemple, d'accord. Après, je suis pas spécialiste, c'est pour ça que je fais appel à vous. Ouais, mais globalement, est-ce qu'il y a des grosses différences justement de qualité de ce point de vue-là? Après, déjà, il y a différents types de matériel.
par exemple, un VO2 master, c'est un appareil qui a qu'une cellule à oxygène et qui a pas de cellule à dioxyde de carbone. Donc, au niveau de la mesure des échanges gazeux, on ressort que l'oxygène. C'est pas possible. Donc là, du coup, plus compliqué, notamment pour déjà que la détermination des seuils dans un labo, c'est pas forcément quelque chose qui est très simple et qui est quand même interévaluateur, pas forcément toujours très non plus fiable. Ça rend les choses encore un peu plus compliquées. Après, même déjà, entre différents appareils de mesure de la consommation d'oxygène, on n'a pas des répétabilités qui sont parfaites. Quand on fait des études de fiabilité, on a quand même des marges d'erreur où on peut aller, enfin, le changement minimum qu'on doit avoir dans notre mesure pour détecter une vraie différence. Il me semble qu'au seuil 2, il y a certains appareils où on est à 2 points de VO2, par exemple, en millilitres de 2 kg. Donc, c'est quand même, si on s'intéresse purement à cette conso d'oxygène-là, qui est pas un but en soi, je pense, ça fait quand même des grosses différences. C'est le chiffre que j'ai en tête, mais je pense qu'il doit y avoir des différences sur d'autres choses qui dérivent de cette mesure-là. Donc, il y a le choix du matériel de test. Il faut se dire que déjà, on aura un bruit de mesure qui sera lié à l'appareil en lui-même. Et après, il y a la condition évaluateur et la condition environnementale. Notamment parce que, ça m'est déjà arrivé d'aller voir des patients et puis de travailler dans des hôpitaux où effectivement, les calibrations sont pas toujours faites de manière super fiable. On n'a pas forcément toujours bien changé la cellule d'oxygène. Donc, il y a déjà un biais matériel et calibration qui est important. Et après, les conditions, des fois, un environnement plus humide d'un test à l'autre ou des choses comme ça, vraiment dans l'atmosphère de test, ça, c'est quelque chose qui va faire changer. Donc, il y a quand même du bruit autour de ces manips-là. Donc, plus on va mettre de contrôle et plus on va être tatillon, mieux on sera répétable, c'est sûr, mais toujours avec une marge d'erreur. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est que déjà, quand on fait dans le même labo, il y a une marge d'erreur. Quand on fait inter-labo, nous, on a eu des résultats sur... quand on a commencé à travailler avec le team, la première fois qu'on fait les tests labo, il y avait des gens qui avaient des antériorités dans d'autres centres de tests et on avait jusqu'à 6-7 points de VO2 différents en fonction des protocoles, quoi. Donc, ça fait beaucoup et je pense que des fois, c'est des erreurs de calibration, mais que c'est pas toujours super bien vérifié non plus. Moi, je peux en témoigner parce que j'ai fait à 1 an d'intervalle 2 tests de labo et j'avais 7 ou 8 points de VO2 d'écart, de VO2 max d'écart, dans les mêmes conditions de test. Donc, on voit bien que je pense qu'avoir 7 ou 8 points d'écart de VO2 à presque 40 ans, je pense que c'est quand même compliqué d'avoir, alors qu'il n'y a pas réellement de différence d'entraînement. Je pense que c'est compliqué d'avoir autant de différences alors qu'on a les mêmes conditions de test. Donc je peux confirmer moi personnellement, et je l'ai vu, qu'il y a effectivement des différences en fonction des labos. Sur les limites aussi de ces testings là, c'est moi ce que j'y vois, c'est aussi que, et on rentrera un petit peu plus dans le détail des seuils, notamment de la détermination des seuils, c'est est-ce que il y a une analyse humaine. Et ce qui nous a beaucoup étonné, nous, c'est que parfois on a eu et c'est un exemple, je donnerai pas de nom, mais on a eu un exemple d'un athlète de très haut niveau pour lequel on nous a dit qu'il avait un SV1 aux alentours de 65% de sa FC max. En fait, on s'est rendu compte que dans des cas très spécifiques, enfin surtout les athlètes de très haut niveau, on se rend compte que le SV1 est tellement haut qu'en fait à des moments donnés c'est dur aussi de l'analyser et de le voir parce il est presque pas confondu, mais on va dire que la différence est minime. Donc l'analyse qui en est fait de ce test d'effort là est très difficile. Est-ce que ça te, Rémi, je fais appel à toi, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà vu ce genre de cas là si on se replace d'un point de vue un peu analyse avec l'œil humain? Ouais, alors moi le SV1 je le fais majoritairement au lactate, donc après SV2 on pourra avoir des débats sur vraiment quel indice, que ce soit en ventilation ou même au lactate, mais alors là le lactate c'est dans un gros sujet de savoir comment on le détermine vraiment le seuil lactique 2. Mais en tout cas seuil lactique 1 globalement moi j'utilise que le lactate que ce soit en pente ou pas sur mes athlètes. Et donc là, globalement, ça ment pas. Bon, après, si tu t'objectives, donc tu regardes la courbe de lactate vis-à-vis de la vitesse, et donc tu arrives à objectiver plus ou moins ta vitesse. Moi, je regarde pas les fractions du coup par rapport à VO2, je regarde vraiment la relation entre le lactate et la vitesse, avec un protocole qui est plus ou moins standardisé. Donc après, la fraction d'utilisation au SV1, je l'ai pas. Mais après, j'ai plus ou moins la fraction d'utilisation
par rapport au seuil 2, à la vitesse critique en fait. Donc ça j'ai un indice. Et après, bon, ce qu'on observe, c'est que globalement, chez les athlètes qui sont quand même assez entraînés, enfin, ça dépend aussi des modalités d'entraînement, mais tu peux avoir des fractions qui sont quand même très élevées. Et c'est quand même, ça se module aussi assez bien et ça s'entraîne assez bien, quoi. Donc je le fais comme ça. Après, normalement, entre un protocole en ventilation versus lactate, tu dois pas avoir des grosses différences sur le seuil 1. C'est plutôt sur le seuil 2, entre un get et on va dire, baseline plus 0,5 ou 1. Ça dépend de la manière dont je le fais, mais il ne doit pas y avoir de grosses différences entre de la ventilation et quelque chose que tu pourrais avoir avec le lactate. Après, l'avantage, moi, ce que je trouve, c'est que, et c'est là où, en fait, tout à l'heure, on parlait de bruit de mesure, etc., et beaucoup d'influence par rapport à l'environnemental. Mais des fois, c'est bien aussi de passer d'une logique de testing à une logique de monitoring. C'est bien d'avoir quelque chose d'ultra standardisé. Mais encore une fois, le jour du test, tu peux être influencé par plein de choses. Et le fait sur certaines séances, et moi je le fais pas loin de toutes les semaines, mais sur certaines modalités, c'est pas très compliqué de refaire vite fait un test de seuil lactique 1. Voilà, on fait un échauffement, on fait quelque chose en rampe avec des paliers assez longs, assez reproductibles. Et comme ça, on a une valeur longitudinale sur l'amélioration ou non du seuil 1, quoi. Et alors, des fois, c'est bien de vraiment standardiser, de se dire, OK, aujourd'hui, on fait vraiment un test, on fait un profil complet, on va tout analyser, que ce soit au lactate, à la ventilation, etc. Et des fois, c'est bien aussi de se dire, OK, on va considérer que les entraînements représentent des petits tests à eux-mêmes, avec le bruit qui vient avec et l'influence environnementale qui vient avec, et on va voir. Et des fois, on voit des variations de malade, quoi, sur un premier seuil, etc. Donc après, bon, ça peut s'expliquer par plein de choses, mais sortir des fois de cette logique de pure testing très très stricte avec quelque chose qui est plus orienté monitoring, quoi. Ouais. Intéressant. Antoine, tu veux réagir? Ce qui est la même chose au final. Ouais, ce que j'allais dire, pour moi, c'est la même chose aussi. Et en fait, le moment où on fait le test, il est quand même très important. Si l'athlète il est en plein milieu de son bloc, ou alors il a affûté 2 semaines parce que il est en coupure et puis il fait son test en sortie de coupure, bah, on va avoir des valeurs aussi pour prescrire qui seront fausses si on se met dans une logique de testing labo où on considère pas l'état de fraîcheur de l'athlète et on considère pas à quel moment de sa saison il est non plus. Et puis après, sur le SV1, je dirais que Rémi l'a dit un petit peu, mais ça dépend beaucoup des modalités d'entraînement de l'athlète. Nous, sur des gens qui font... Alors, sur la population de tests qu'on a, pareil, ce que disait Sébastien, c'est que des fois, c'est un peu biaisé, mais là, on a les athlètes chez qui on a vraiment du mal à la ventilation à déterminer un seuil 1. C'est des gens qui préparent entre 50 et 80 cas, où là, effectivement, leur zone spécifique de course, elle est tellement aux alentours de ce seuil 1-là qu'il est très repoussé. Et là, c'est très compliqué de venir le déterminer. Par contre, on avait des athlètes de très haut niveau en skyrunning, où là, en fait, c'est pas forcément quelque chose, je pense, qui travaillait beaucoup à l'entraînement. Et ça, par contre, c'était super facile à venir retrouver. Plus les athlètes faisaient du court, plus on était capable d'avoir une détermination, je pense, fiable aussi sur ce seuil 1-là. Intéressant. Seb, tu voulais réagir sur ce qui a été dit là pour l'instant? Non, bah, c'est hyper intéressant parce que toutes ces données-là, on voit bien que avec les retours de chacun, le labo, c'est bien, ça a des avantages qui sont certains, ça a des limites. Et effectivement, le matériel, ça, c'est quelque chose auquel on ne pourrait pas penser. On pourrait très bien faire un test, par exemple, ici à Grenoble ou à Lyon. Et je pense qu'on pourrait garder à l'esprit de rester dans un test de sa spécificité, comme disait Rémi, parce que moi-même, j'ai passé un test sur un ergomètre et j'étais hyper frustré. Donc déjà, je suis pas monté à FC Max. Donc ça, je pense que quand on n'est pas dans sa spécificité, c'est dur de monter à FC Max, réellement. Et et après, ma limitation, elle était musculaire et fin du test par rapport au protocole qui était de pas descendre en dessous d'un certain RPM. Donc voilà, et d'aller dans le même labo, comme tu disais, Nico. Voilà. Si on fait les choses bien, on va dans sa spécificité, si je retiens bien. Et dans le même labo, au moins, on minimise le taux d'erreur et puis on peut avoir un état de comparaison un peu plus fiable. Excellent. Sur le sujet des protocoles, justement, on va séparer les deux grands protocoles qui existent, on va dire, globalement, avec des paliers, le test incrémental, hein, c'est des paliers de 1 minute qui sont
d'un rampe, ouais, c'est les paliers qui s'incrémentent toutes les minutes de 2 ou 0,5 km/h et on va jusqu'à l'échec. J'ai bon. Toi, Rémi, j'ai bien regardé tes vidéos. Il y a quand même une grosse problématique sur ce test-là, notamment, je pense, sur les efforts d'endurance comme le trail long, l'ultra trail, etc. Bon, déjà, c'est que c'est quand même assez loin de la spécificité. Et puis il y a un autre problème qui est en lien avec aussi si tu peux l'expliquer de manière assez synthétique, il peut y avoir une cinétique de VO2 qui est différente par rapport à la fréquence cardiaque. Et le fait que les paliers soient trop courts, en fait, on est en retard. En fait, est-ce que tu peux l'expliquer ça de manière assez simple pour qu'on puisse quand même un peu comprendre? Ouais. Alors le ramp, c'est pas un mauvais test, hein. Pas du tout. C'est pas du tout un mauvais test. C'est même un test qui peut être ultra intéressant. C'est juste que des fois, sur certaines modalités, on oublie de corriger en fait le ramp. Et c'est quand même un gros problème. J'avais je sais plus qui c'était, un athlète, je crois que vous connaissez, hein, qui était venu, qui s'était fait tester sur un ramp, donc sur un pourcentage de pente qui était fixe, je crois que c'était 15%, et puis bah après c'est palier de 1 minute et jusqu'à l'échec. Et en fait, normalement quand on fait ce vrai protocole là, on fait ce qu'on appelle des états stables avant et après, protocole de Yann état, donc on fait on fait un état stable dans le domaine modéré, c'est-à-dire qu'on va faire un palier qui est très long juste avant le test, on va dire n'importe quoi, 5 ou 10 minutes dans le domaine modéré. On fait le test, le ramp, et ensuite on va faire un second état stable dans le domaine élevé. Donc on est sous le seuil 1 et après au-dessus du seuil 1. Et en fait, ces valeurs-là vont nous donner indirectement les amplitudes de VO2 et une représentation beaucoup plus fiable de ce qu'on pourrait prescrire à l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, on prescrit pas une intensité par rapport à un ramp, c'est plutôt souvent un 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, etc. Donc il faut toujours avoir une bonne représentation du VO2 réel sur un palier qui est un peu plus long. Et normalement, sur les ramps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un état stable dans le modéré, donc dans la basse intensité, on fait le ramp et on refait un état stable dans le domaine élevé, donc plus ou moins au tempo. Et après, on utilise ces deux valeurs d'état stable-là pour réajuster la courbe du ramp. En fait, la courbe après, du coup, vu que généralement, on va la surestimer quand on fait un ramp qui est aussi rapide que ça, on va décaler la courbe. On utilise une valeur, un MRT, donc on va décaler en termes de secondes la courbe, ce qui va nous donner une vraie représentation en fait de ce que l'athlète peut soutenir, mais sur des paliers qui sont un petit peu plus longs. Donc en fait, le ramp, en soi, c'est un bon test. C'est juste que des fois, il y a certaines modalités de test où les gens font pas les états stables avant et après. Et c'est un problème parce que tu surestimes à chaque fois. Tu dis, ah bah ouais, bah au final, il faut que je sois à cette vitesse-là. Et en fait, tu t'envoies dans le mur à chaque fois. Surtout que moi, en plus, je pense que chez des athlètes qui font de la très longue distance, c'est toujours mieux d'être un peu en dessous qu'un peu au-dessus. Et donc, si tu t'envoies directement avec des intervalles qui sont spécifiques à ton ramp, en fait, sans prendre en compte l'état stable, bah tu te loupes. Du coup, une autre manière de faire un test en enlevant le ramp, c'est de se dire, bah, on va directement intégrer cette notion-là d'état stable à l'intérieur d'un protocole. Et donc là, on fait des paliers longs. On fait des 3 minutes, par exemple, et on incrémente de, je sais pas, 30 watts par 3 minutes. Et du coup, là, on a une représentation à l'intérieur d'un step test de nos états stables, etc. Donc, ça veut dire que globalement, on va avoir sur chaque palier l'amplitude de VO2, l'amplitude de l'AFC, etc., qui sera bien représentatif, puisqu'un palier de 3 minutes, globalement, on a un état stable, que ce soit au lactate, potentiellement à la ventilation, si on prend la dernière minute, globalement. Et ça nous donne une bonne représentation. Donc, en fait, c'est pas que le ramp, c'est un mauvais test. Je pense que c'est un mauvais test sur le terrain. Genre les tests de VMA, je trouve que c'est nul. Après, c'est un avis. Pour plus ou moins aussi cette raison-là. Mais ouais, c'est pas que le ramp en soi il est mauvais, c'est juste que les gens font pas les états stables, ils réajustent pas la courbe et du coup ils surestiment en fait toute leur vitesse. Et après l'idée inverse, c'est ce qu'ils font à Saint-Etienne au final, c'est qu'ils font un profil de lactate avant le ramp, ils font des paliers de 3 ou 4 minutes, etc. Ils font un profil au lactate, après ils reposent un peu l'athlète et ils font un ramp. Et du coup comme ça on a deux types de tests à l'intérieur. D'abord on a le profil au lactate pour avoir le seuil 1 probablement. Le seuil 2 au lactate, c'est compliqué de le faire avec un incrémental, et après on fait le ramp. Et là, on peut avoir le seuil 2 avec la ventilation au ramp, avec un RCP, pas un test
C'est classique. Donc ouais, tout ça pour dire que en fait le ramp c'est pas un mauvais test. C'est juste qu'il faut vraiment prendre en compte cette idée que au cours d'un effort, on va avoir une évolution de nos paramètres ventilatoires, fréquence cardiaque, même la perception au final. Et ça, faut en rendre compte sur des efforts qui sont plus longs. Donc, protocole de Yann État, généralement, c'est ce qu'ils font à la Fédération française de cyclisme. Ils font un état stable je sais pas, ça doit être en zone 2, en gros, zone 1, zone 2, peu importe. Après, ils font le ramp et après, ils font 50% de la puissance atteinte sur le palier. Donc, c'est plus ou moins généralement le tempo. Et comme ça, on va réajuster. Alors après, il y a plein de subtilités parce qu'on réajuste pas la courbe de la même façon en basse intensité et en moyenne. Bon, ça, c'est encore un truc différent. Mais en tout cas, c'est indispensable de faire ces états stables-là. Si on fait juste un ramp, c'est compliqué, quoi. Je sais pas ce qu'il en pense, Antoine. Bon, moi, je fais... Alors, l'état stable, le deuxième état stable, je le fais pas forcément. Le premier... obligatoire, je suis d'accord. Plutôt un peu dans cette logique qu'ils ont aussi à Saint-Etienne de faire des paliers vraiment sur la zone 2. Et moi, ça me permet aussi de faire un petit peu de coût énergétique dans cette zone-là et d'évaluer aussi en fonction de la pente. Et du coup, de ménager un état stable un peu plus, par contre, sur ce qu'il ferait sur du vélo en termes de durée dans la zone 2 avant d'avoir le test. Où effectivement, nous, ce qu'on fait classiquement avant un test rampe en pente à 20%, on fait 2 conditions à plat qui sont relativement simples. On fait 12-14 par exemple chez l'athlète, et après on va se mettre aux alentours de 900 mètres à 15% et à 10% pour avoir 2 motricités différentes, du coup énergétique en dessous, en zone 2 du coup, et puis après on va lancer le ramp. Et ça permet d'avoir un autre type de données, pas forcément pour prescrire de l'entraînement, mais pour pouvoir situer aussi un petit peu où on est l'athlète sur ces protocoles-là. Et ça permet de ménager un bon état avant d'aller faire le test ramp. Ouais. Ok. Et juste par curiosité, du coup, vous ajustez pas le domaine élevé dans le ramp? Alors ça dépend. Si je t'avoue que je le fais pas chez tout le monde, parce que ça me prend quand même du temps. Mais oui, c'est super. Je comprends. Mais en fait, c'est vraiment comme en tout cas les gens, je suis assez d'accord avec toi, et plutôt le profil que nous on a, vaut mieux plutôt ajuster bien le seuil 1 et être sûr de ce qu'on en fait vraiment. Et après le seuil 2, en fait, je pense qu'on le réajuste tous avec une mesure terrain derrière. Et en général, c'est plutôt, on le dit à l'entraîneur, et soit il refait soit si c'est quelqu'un qui fait du plat, de toute façon, en général, ils font tous un VOSNA avec les entraîneurs avec qui on travaille. Donc, en fait, on a quand même déjà plus ou moins une idée de ce qui se passe. Et après, soit ils refont un test en écologique où, en fait, la détermination du seuil 2, on la trouve beaucoup plus fiable dehors sur un test moins la VO2, mais sur un test terrain, quoi. Parce que la différence au seuil 1, nous, ce qu'on trouve, c'est qu'elle n'est pas si différente que ça sur tapis, où on n'a pas un aussi gros delta que quand on passe dans le domaine élevé, où là, on a une gros différence de vitesse ascensionnelle, notamment, en termes de production et de rendement. Donc là, ça nous intéresse un petit peu plus d'ajuster le premier seuil. Merci pour vos retours. Alors c'est assez technique, hein, on va pas se mentir. J'espère qu'on va pas faire fuir tous les auditeurs, parce que là c'est vrai que c'est assez pointu. Globalement, si on résume un petit peu ce qui a été dit, on va prioriser quand même pour nous les tests avec des paliers longs, qui semblent plus adaptés. On en a parlé tout à l'heure un petit peu, Antoine, sur notamment les échanges gazeux. Donc dans le cadre du labo, on mesure l'oxygène et on mesure aussi ce qui en ressort, donc le CO2. On détermine en gros un quotient respiratoire, et qui va nous permettre de déterminer les différents seuils en fonction de l'accélération ou l'inflexion d'une pente constatée lors de ce test. Je reviens un petit peu sur la limite de la lecture. C'est des méthodes mathématiques qui sont faites. C'est la lecture de l'œil. C'est grâce à la lecture de l'œil qu'on va permettre de déterminer quels sont les seuils 1 et 2 notamment. C'est comme ça qu'on fait. Alors je dirais qu'il y a plusieurs méthodes et ça dépend dans quel pays on est. Mais en France, en tout cas moi, ce que j'ai appris à la fac, c'est la méthode qu'on dit de Wasserman, ou effectivement la méthode des équivalents, où on regarde des décrochages dans les courbes. Alors après, les algos qui sont dans les appareils de test et de mesure des échanges gazeux, théoriquement ils le font tout seuls.
Alors après, nous, on les corrige toujours à la main parce que effectivement, notamment sur des profils particuliers, ça marche pas forcément. Et je pense que c'est bien aussi de doubler avec d'autres méthodes pour voir si on retombe aussi un peu sur nos pieds. Donc la méthode des équivalents, après il y a les calculs effectivement de la pente. Et je dirais même que c'est pas mal de le compléter avec d'autres outils de mesure. Donc, par exemple, on utilise un petit peu de NIRS aussi pour voir quand on a des décrochages dans les pentes au niveau de la saturation musculaire. Ben, on regarde un petit peu ce qui se passe. NIRS, tu peux préciser. Moxy, voilà, l'oxygénation musculaire. Par exemple, je te donne une marque. Voilà, exactement. Ouais, donc soit ça, soit pour donner notre marque, par exemple Artinis, où effectivement on pose quelque chose qui va mesurer la saturation périphérique en oxygène. Donc est-ce que j'ai beaucoup d'oxygène dans mon tissu musculaire, par exemple, ou non? Et ça permet d'avoir aussi une estimation quand on ne sait pas forcément, voir des rapports ou des cassures de pente avec d'autres outils que seulement les échanges gazeux. Mais vous faites pas de lactate. De quoi? Je dis vous faites pas de lactate du coup. Ah bah après avec un ramp, c'est vrai que c'est compliqué. Mais... Ouais, c'est vraiment compliqué avec un ramp. Ouais, et après, moi le seul truc qui me gêne un peu avec le lactate, c'est qu'est-ce que mon athlète il a mangé avant de venir. Et voilà, ils sont pas toujours très disciplinés. Et ça m'est arrivé 2 fois où je vois les valeurs de lactate, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit je suis vraiment désolé, j'ai pris un gel avant le test. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Mais en tout cas, je sais pas, Rémi, toi qui en fais, je pense, beaucoup plus que moi. Si toi tu standardises beaucoup l'apport nutritionnel avant, et comment tu ferais toi pour le rendre bien là-dessus? Ouais, ça rend tout souvent parce que moi certains athlètes qui sont ultra autonomes à ce niveau-là, tu les briefes et tout. Du coup, ça rentre plus dans une logique de monitoring de séance plus que de test. Donc, en fait, à la limite, s'il y a un décalage avec ce qu'on pourrait avoir sur un test, moi, je le considère, quoi. Après, normalement, même si tu changes ta baseline, si tu veux, ton inflexion ou ton augmentation reste plus ou moins similaire, tu vois. Un plus 0,5 par rapport à une baseline, ça reste un plus 0,5 par rapport à une baseline. Après, c'est sûr que si ta baseline, elle a 2 millimoles versus 1, bon, bah, c'est... Donc, moi, je l'utilise. J'essaie de standardiser plus ou moins. Après, souvent, les athlètes le savent. Donc, ils vont pas s'empiffrer non plus d'IGL. Mais pareil, il y a plein de choses. Il y a le stress qui influence ça. Moi, j'ai vu des personnes qui sont en panique. 2 millimoles, je dis, ah ouais, ok. Bah, félicitations, t'es déjà au premier seuil. mais ouais, moi, j'ai tendance à l'utiliser pour le côté pratique, côté monitoring, etc. Après, c'est sûr que sur tes modalités que tu utilises, je vois pas trop d'intérêt. Et puis, je pense que c'est compliqué, en fait. Tu peux même pas utiliser, au final, avec un ramp. Pour moi, on peut pas. Mais après, c'est souvent que, du coup, j'ai des gens qui me demandent une confirmation des seuils au lactate. Comme tu disais, sur nos modalités de testing à nous, classiques, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on pratique. Bah ouais, surtout qu'il y a moyen que si tu les mets sur des paliers longs, en fait, tu t'es pas du tout les mêmes valeurs, quoi, de vitesse ou quoi, donc ils vont être dégoûtés, quoi. Ouais. Et puis puis malheureusement l'influence elle est pas dans le bon sens, quoi. Donc ils vont pas courir plus vite. Puis après il y a le protocole aussi qui est utilisé, fait la manière dont est prélevé le sang, notamment pour le test de lactate. Hein. Souvent, si c'est mal fait, on peut s'il y a de l'humidité, si c'est pas fait correctement, on peut avoir des valeurs improbables. Tu confirmes, Antoine? Oui, j'ai un entraîneur, il y a peut-être je sais pas, 6 mois, on était au bord de la piste et il me sort un 18 millimoles de lactate atteint. On était à seuil 1, quoi. Donc bon, voilà, je pense qu'il avait mal piqué et il avait touché, je pense, la peau à côté et ça devait pas être tout propre, tout nickel. Et voilà. C'est quand même vraiment très important, mais c'est comme toute mesure, faut que ce soit bien fait et que ce soit bien standardisé. C'est ça qui est important. Faut quand même être rigoureux, je pense. Toi, Rémi, tu utilises le lactate de manière régulière. T'as un protocole standardisé que ce soit sur le terrain ou chez toi, ou comment tu fais? Ouais, alors ça dépend un peu de la spécificité du sport de mon athlète. Après, l'idée en fait du lactate, moi c'est que pour le seuil 1 par contre. Parce que le seuil 2 au lactate, on va dire que les méthodes sont quand même bien pourries.
Enfin, en fait, on pourrait débattre un peu de la manière dont on détermine le seuil 2 au lactate. Si y en a, ils vont utiliser des modes Dmax, enfin des trucs espèces de. En fait, ça représente rien d'un point de vue physiologique. Après, il y a des données récentes, récentes, non pas si récentes que ça, mais qui parlent du seuil 2 plutôt sur ce qu'on pourrait appeler un MLSS. Là, dans ce cas-là, je trouve que vraiment, par contre, c'est bien pour déterminer le seuil 2. Moi, j'utilise souvent le lactate que pour le seuil 1. Les tests MLSS, c'est quand même assez lourd. Ouais, c'est lourd, mais en même temps, c'est quand même un gold de standard qui a une réalité physiologique derrière. Comment une espèce d'inflexion pour un second seuil au lactate. Pour moi, ça me parle pas, en fait. J'ai du mal à comprendre ce qu'il y a vraiment comme logique physiologique derrière. Par contre, sur la première inflexion pour le seuil 1, ça, c'est bien. Donc, moi, c'est simple. C'est des paliers qui sont au moins de 3 minutes parce que c'est à partir de là qu'on a un état stable au lactate. Souvent un peu plus quand même. Et voilà, une prise entre chaque palier. Et puis, dès que je vois une première inflexion, alors généralement, c'est baseline, donc la valeur, on va dire la valeur la plus basse, plus 0,5. Moi, j'utilise 0,5. Il y en a qui utilisent 1 des fois. Ça se débat. Et après, je détermine le seuil 1 par rapport à ça. Et après, moi, j'essaie vraiment d'instaurer ça comme un monitoring, encore une fois, parce que pour moi, peu importe la discipline, c'est un seuil qui est ultra important. J'essaie de l'optimiser même pour des athlètes qui font du sprint en ski. Je pense qu'il y a énormément de bénéfices à avoir un bon seuil 1 et donc d'être capable de le monitorer assez régulièrement. Et donc après ça, je l'instaure directement dans les contenus d'entraînement. Donc si par exemple il a une séance, je dis pas seuil 2 ou même VO2, je pourrais très bien lui dire bon bah là en échauffement en fait on va faire d'abord un ramp, donc on va faire 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Comme ça, j'ai son seuil 1 et après il fait sa séance. Donc ça me permet en fait d'intégrer ça directement et de me dire ok bah avec ce qu'on a fait en fait, je sais pas, même si on a changé un peu de secteur de vitesse, on a travaillé autre chose. En fait mon seuil 1 il bouge pas trop donc c'est probablement assez bon signe. Et vraiment instaurer ça en manière de monitoring. Et après moi mes athlètes sont quand même assez autonomes à ce niveau-là et si je me déplace bah je fais les mêmes protocoles plus ou moins quoi. À part pour les triathlètes longue distance où là je pousse un peu la durée des paliers quand même. Peut aller jusqu'à 8-10 minutes, mais sinon, non, c'est pareil. Et l'idée, en fait, aussi du lactate, c'est, tout à l'heure, on parlait des amplitudes, etc., et des amplitudes de VO2 au sein des steps. Bah, en fait, le lactate, c'est quand même un bon proxy ou une bonne estimation des amplitudes qu'on peut avoir aussi d'un point de vue ventilatoire. Généralement, quand il y a le lactate qui dérive, c'est qu'il y a aussi la ventilation. Alors, bon, ça peut se débattre un peu, mais généralement, c'est que les deux s'accompagnent. Donc c'est une bonne manière des fois d'observer ces amplitudes-là. Et donc c'est important aussi de matcher la durée des paliers. Si j'ai un triathlète longue distance qui va faire une discipline pendant 9 heures, comme un trailer au final, bah des fois ça peut être pas mal d'avoir des paliers longs. Alors après évidemment si on a 10 personnes à tester, on va pas dire on va faire des paliers de 10 minutes pour tout le monde, mais ouais c'est plus ou moins ce que je fais quoi. Hyper intéressant, Antoine. J'aimerais te poser la question là, notamment dans le cas des échanges gazeux, etc. On arrive à faire une extrapolation de la consommation des lipides et des glucides. On arrive à poser certains éléments comme le Fatmax, comme le crossover. Alors c'est des termes un peu barbares, mais globalement on arrive potentiellement à retranscrire un petit peu la consommation de glucides et de lipides à l'effort. Toi, c'est quelque chose auquel tu fais confiance. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le fonctionnement de comment c'est retranscrit les échanges gazeux et comment on arrive à faire en sorte qu'on arrive à comprendre ce que ça donne en termes de consommation de lipides et de glucides? Vous utilisez Cortex juste Ouais. Ok. Mais on prend pas l'algorithme qui est dedans. Oui, bon, j'imagine. C'est comme les. C'est ça la question. Ouais. Non, parce qu'en fait, on en rigole là, on fait la blague, mais en fait, il y a ce qu'on appelle dans les logiciels de traitement directement, on peut cocher une petite case et on retrouve ce qu'on appelle une valeur d'oxydation des graisses. Et en fait, ça vous sort une courbe toute normale où on voit le moment où on a le plus d'estimation, où on estime avoir le plus d'oxydation des graisses lorsqu'on fait notre test à nous, ou quand on prend des valeurs sur du sous-max et on regarde ce qui se passe. Mais en soi, alors moi, j'utilise pas forcément beaucoup ces choses-là.
si on parle juste de coût énergétique ou d'économie de course, qui est des termes qu'on retrouve assez régulièrement, il y a deux choses. Il y a combien je consomme de millilitres d'oxygène pour parcourir 1 kilomètre. Ça n'a rien à voir avec graisse ou glucides. Ce qu'on voit, c'est juste une mesure qui est dissociée. Et après, on peut estimer à partir de cette consommation d'oxygène-là, plus en rajoutant effectivement le quotient respiratoire, et en se reportant à des tables où effectivement, là, on peut venir chercher l'équivalent entre l'énergie apportée par une consommation de tant de lipides ou tant de glucides. On peut venir estimer du coût énergétique. Mais ça a quand même des grosses limites, et moi, je travaille pas forcément avec ces valeurs-là parce que il y a quand même un niveau de fiabilité qui est pas forcément très bon. Et qu'on retrouve sur déjà rien que ce qu'on disait tout à l'heure sur le lactate, ça marche aussi avec ce qu'on a dit avant. Si par exemple l'apport nutritionnel il n'est pas standardisé avant de faire un test, pas forcément trop d'intérêt là-dessus. Et en fait on se rend compte que quand on teste en intérieur ou en extérieur, en fonction des conditions de ventilation, en fonction de tous les facteurs environnementaux, notamment pour du trail, en fait c'est pas forcément des valeurs sur lesquelles on peut énormément se baser pour prévoir des stratégies en extérieur. Après, de l'économie de course, moi j'en fais pour justement juste baser sur l'oxygène à état stable sur un palier ou dans une condition pour situer la personne vis-à-vis de références ou de normes qu'on a créées. Intéressant. Donc tu te fies pas forcément à ces valeurs-là qui sont extrapolées en fait. Hein. Non. Surtout que les cellules O2 et CO2 vont avoir de toute façon tendance à sous-estimer, surtout sur les hautes intensités, l'oxydation des lipides, quoi. On sait sur de la littérature quand même que au final, même sur de la très haute intensité, et je parle d'entraînement même VO2, en fait, on oxyde aussi quand même pas mal, et la contribution énergétique venant des lipides, elle est importante. Mais après, en termes de valeur brute à utiliser à l'entraînement, l'oxydation des lipides, c'est compliqué. Autant le seuil 1 pour moi, qui est au final quand même normalement pas trop loin d'un fat max, ça c'est beaucoup plus actionnable dans le sens où on améliore. D'un point de vue concret, c'est intéressant, quoi. On améliore une vitesse associée à notre premier seuil. Et en plus, je parle bien de vitesse, plus que de l'oxydation des lipides, surtout que l'oxydation des lipides, c'est dépendant de plein de choses, du statut nutritionnel, de la longueur d'un entraînement aussi. Si on prend au début versus à la fin d'un entraînement, en fait, on va pas avoir la même courbe de fat max. Donc, ouais, c'est assez compliqué de d'expliquer ça concrètement, quoi. Ces modèles-là, ils sont basés sur des estimations comme disait Rémi, c'est des jolis graphiques où effectivement on estime la contribution de telle filière énergétique à tel moment de l'effort, etc. Mais ça dépend de la fatigue, ça dépend comme disait Rémi, de la durée de l'effort, ça dépend de plein de choses. Et c'est pas comme 220 mois l'âge pour déterminer FC max, mais c'est quand même, c'est à peu près le même type de raisonnement. C'est des abacs et c'est des choses qui ont été testées sur plein de gens. Et par exemple, le fat max au tout début, c'était estimé dans le cadre de la prise en charge de l'obésité, par exemple. Donc, en fait, on en a fait un concept, on en a monté quelque chose, ça a été dérivé aussi pas mal après pour l'entraînement. Mais en soi, la valeur quand même qui veut dire quelque chose aussi d'un point de vue physiologique, et je pense que c'est intéressant ce que disait Rémi tout à l'heure sur le rapport avec le lactate, de se dire que c'est important, quoi qu'on mesure ou qu'on calcule, faut que ça ait une réalité physique derrière, ou physio. Et le fat max, ça en a pas forcément une très importante en comparaison au premier seuil, par exemple. Ouais. Et ça, peut-être juste pour corroborer un peu là, mais par rapport au fait que tout le temps je fasse référence à la vitesse, c'est que je sais plus quand, c'était un athlète en ski de fond qui avait fait un test au Pré-Manon, bref, et j'avais eu les récapitulatifs de tests, et en fait, donc il avait perdu un peu en VO2, mais bon, ça, normal, parce que j'avais pas fait de travail très, très, très haut. Et en pourcentage de SV1, il s'était stabilisé, il me semble. Donc, pas de bien. Pourtant, on avait quand même beaucoup travaillé le SV1, donc c'était assez contre-intuitif. Et en fait, quand tu regardes la vitesse associée au palier, à la fraction, en fait, donc imaginons que c'était, on va dire, 65% de VO2 max, je me souviens plus, mais en fait, il avait gagné 1 km/h, quoi, sur son palier. Donc, c'est-à-dire que, en fait, on a tendance des fois à rentrer dans la minutie, se dire ouais, il faut que j'augmente ma fraction, etc. Mais tout le temps, on est en train de sortir de la réalité, de se dire mais en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de courir vite. C'est ça qui est important. Donc si j'ai gardé le même pourcentage par rapport à VO2 max, mais par contre, je vais 1 km/h plus vite,
C'est-à-dire que probablement j'ai eu un gain sur le coût énergétique où il s'est passé un truc, quoi. Mais il y a eu un gain. Donc, par exemple, Fatmax, théoriquement, c'est un pourcentage. Ça dépend des définitions, mais souvent on estime que c'est un pourcentage de VO2 max. On dit on va travailler à Fatmax, mais en fait, on s'en fout du pourcentage de VO2 max. Ça n'a jamais été ça qui nous a intéressé. Ce qui nous intéresse, c'est la vitesse associée plus ou moins à Fatmax et est-ce qu'on est capable de l'améliorer. Généralement, si on améliore le premier seuil, on améliore aussi ça. Mais toujours se référer à la vitesse parce que c'est ça la finalité. Et c'est pour ça aussi que je suis fan des tests plutôt de terrain, en tout cas avec mes athlètes, parce que en objectif tout de suite, quoi. Alors c'est bien aussi d'avoir un profil physio parce que c'est ce qui nous permet aussi d'accéder à la performance sur le terrain. Mais jamais quand on regarde des pourcentages, quand on regarde des pentes, etc. Toujours se dire ok, mais comment ça se traduit en vitesse, même vitesse ascensionnelle si c'est standardisé, vitesse ascensionnelle, etc. Et c'est hyper important de référence à ça, quoi. Puis la mesure physiologique, en fait, c'est une timeline. On va mesurer la vitesse que la personne ascensionnelle ou non, elle est capable d'atteindre, et juste on va donner des éléments physiologiques en lien avec les vitesses pour savoir repérer des moments sur lesquels on monitore ou qui sont reliés à une réalité physio. Mais ce que disait Rémi, c'est super aussi. On a eu un testing il y a l'année dernière où la personne, elle sort 70 millilitres d'O2 kg au seuil 2, ce qui était vraiment pas trop mal. Pour son niveau de performance, donc une cotitra, je crois qu'il avait aussi, ça cause un petit peu plus comme ça, il devait avoir 715, 720. Donc en fait, si on regarde juste la VO2, c'est énorme par rapport à ce que nous on avait en référence de test. Par contre, il faisait 300 mètres/heure de moins que les gens qui étaient à 830 de cotitra, quoi. Donc pour la même consommation d'oxygène, il faisait 300 mètres/heure de moins. Donc il dégradait beaucoup, il n'avait pas un super rendement entre ce qu'il était capable de produire comme déplacement et ce qu'il consommait en termes d'oxygène. Donc ça donne une autre information et ça c'est plutôt intéressant aussi, je trouve. Hyper intéressant. Toujours se référer donc à un référentiel physique, quoi. C'est ça aussi qui est délicat en trail, c'est arriver à se mettre dans des conditions où on va arriver à répliquer un petit peu les tests, notamment en labo, et s'en servir sur le terrain. C'est vachement compliqué si tu veux, je te donne un exemple vite fait, mais j'essayais les tests lactate sur une athlète en skimo, enfin en ski alpi. Et je me suis dit, tiens, je vais tester un test sur terrain. Alors là, le truc, tu peux pas être plus biaisé dans le sens où t'as des paramètres partout, la pente échange, elle avait la boisson à l'effort, etc. Enfin bref, catastrophe. Et je me suis dit, je vais quand même tenter. Et en fait, donc je lui fais un profil, je lui dis bon on va utiliser comme variable la fréquence cardiaque parce que j'ai rien d'autre. Plus ou moins la même pente. Enfin, je fais un truc. Et en fait, je regarde et voilà, je vois la première inflexion. Il dit ok, on est au premier seuil. Et je regarde la fréquence cardiaque. Et en fait, depuis 1 an, elle était plus tout le temps au même endroit, quoi. Et en fait, et je sais pas, j'y avais pas pensé au moment où j'ai fait le test. En fait, en y repensant, je dis mais ça sert à rien ce que j'ai fait, en fait. Parce que si tu regardes pas les vitesses associées à ce que j'ai fait, en fait, ça te donne aucune indication, quoi. Alors, dans ma tête, je me suis dit bon, quand même, peut-être qu'elle va améliorer la fréquence cardiaque associée, et ce sera un signe que j'améliore la fraction, plus ou moins. Mais en fait, même pas. Je pense en tout cas qu'elle a amélioré plus ou moins la vitesse associée à ça, mais la fréquence cardiaque, elle n'avait pas bougé pour mon premier seuil 1, quoi. Du coup, concrètement, je me suis dit si je standardise pas ce test-là, c'est compliqué, quoi. Donc juste pour donner un peu de contexte par rapport à ça. Ces données de FC, elles sont compliquées quand même, hein. Je sais pas toi ce que t'en penses, Rémi, mais nous, en fonction du moment de la saison où on fait un test, on a un tel décalage des fois de fréquence cardiaque associée à l'effort dans la saison que c'est compliqué. J'ai souvenir d'un test comme ça où on fait un test où il sort d'une saison de cross, mais il avait récupéré et il va bien. Enfin, en forme, pas une trop grosse charge d'entraînement. Ouais, readiness, ouais. Ouais, trop bien. Il sort une FT Max qu'il avait jamais sorti. On était plutôt serein sur la validité de la mesure. Et par contre, après, il a repris sa saison entre 80 et 100 K, donc des gros volumes d'entraînement, et il a jamais réussi à remonter à la FC qui était associée à son seuil 2. Ouais, mais ça, ouais.
Ça, je veux bien comprendre. Après, moi, je fais en sorte que mes athlètes, ils aient pas non plus d'énormes variations dans leur charge d'entraînement. Mais oui, après, clairement, quand tu as plus de readiness, on va dire, ou plus de fraîcheur, etc., tu peux avoir des gros décalages. Après, tu pourrais avoir aussi une influence sur le système nerveux, je pense, sur des volumes qui sont hyper importants, qui finissent par baisser un peu tout ça. Ouais, non, c'est clair. On voit d'ailleurs là que on bascule gentiment vers du labo vers le terrain. Ça tombe bien puisque c'est un peu le sujet de la deuxième partie. Et ben justement, on va passer au terrain. Ce qui est vachement délicat. Alors là, on va se limiter au test terrain sans matériel. On est d'accord, hein, parce qu'on peut faire les tests. Et je crois qu'Antoine, vous l'avez fait notamment avec Brooks. Vous avez tu fais non vous avez pas fait un ramp à la perception, non, je crois c'était ça. Non, on a fait un ramp, on avait calculé avec les vitesses ascensionnelles en fonction de la pente et on avait mis des jalons. Et en fait, chaque fois que tu arrivais à faire le jalon, on monitorait la conso d'oxygène et pour valider le palier, la vitesse ascensionnelle, fallait voir. Sauf qu'on nous a emmenés en stage dans un endroit où la pente, elle était quand même pas... Enfin, on avait 20% de moyenne, mais il y avait des passages à 25, 17, enfin, c'était pas forcément très bon. Et les athlètes, alors peut-être que je parle très mal anglais, mais ils n'avaient pas forcément toujours bien compris le système des jalons. Donc en fait, on a eu une partie des tests qui n'était pas exploitable du tout. Et ouais, bref, mais donc du coup, c'est quelque chose que nous, on fera plus. Ou alors, il faut une piste de ski. Je pense que la piste de ski, comme ils font à Font-Romeu, par exemple, ça marche plutôt pas mal. C'est assez intéressant ce qu'ils font. Et puis comme ils ont des pistes de ski qui font pas toutes la même pente, c'est là où ils avaient fait les protocoles de test et c'est intéressant parce que ça permet de tester différentes conditions aussi. Donc on voit que quand on essaie de transporter le labo sur le terrain, c'est quand même bien complexe. Hein. Ça tu confirmes. Oui. C'est délicat. Là on va se limiter vraiment au testing terrain sans matériel. Toi Rémi, et après encore une fois Seb, n'hésite pas à intervenir si tu as des questions hein, sur n'importe quel sujet. Est-ce que tu pratiques, est-ce que tu proposes à tes sportifs des tests terrain? Je parlais par exemple de parcours de référence. Alors là on va pas rentrer dans les tests VMA, on a bien compris que que t'étais pas fan, mais globalement quel type de test tu peux mettre en place, tu peux proposer à tes sportifs pour vérifier leur progression? Alors moi c'est plutôt déjà c'est coureur de montagne, donc forcément il y a quand même une influence aussi de la perf à plat qui est hyper importante. Donc là pour un coach c'est hyper bien parce que on peut objectiver comme on veut quoi. S'il améliore le plat globalement moi j'estime plus ou moins que si on stimule aussi la pente ça va quand même bien se transférer. Donc là c'est assez simple en fait, j'ai même pas besoin de tester, juste la progression de l'entraînement me fait dire que mon athlète progresse. Donc j'ai pas obligé de faire des tests. Après en fait en réalité je fais pas énormément de tests à l'entraînement. Encore une fois, c'est du monitoring plus ou moins. Par exemple, je fais pas mal de protocoles, surtout avec un athlète là, sur tapis, en pente. Encore une fois, je monitore le seuil 1, etc. Et quand je vois que sur du chronique, il y a une amélioration de la vitesse associée au seuil 1, pour moi, c'est une progression. J'ai pas besoin de l'envoyer au carton sur un 5 minutes plein gaz en pente, quoi. C'est parce que au bout d'un moment, c'est drainant et même ça met un coup aussi à l'entraînement et c'est pas forcément le plus utile. Après, moi, ce que je fais de plus en plus, c'est que sur toutes les compétitions maintenant, et surtout les compétitions uphill ou vraiment où j'ai vraiment des données en fait qui sont révélatrices dans le sens où la compétition, c'est la compétition, c'est là où on doit perfer. Mentalement, on est censé être là, donc il y a toutes les conditions propices à la performance. Et après, là, de plus en plus, j'essaie de récolter les données de pente, de vitesse, donc de pente, de vitesse, pas de vitesse ascensionnelle. Et en fait, je fais des profils de ça en fait. Et comme ça me permet en fait de voir le profil de vitesse record associé à la pente. Et ça me donne ça me donne directement la progression de mon athlète. Et je le situe plus ou moins sur cette courbe-là. Et je me dis là, il a progressé. Par exemple, l'année dernière, championnat d'Europe de uphill, conditions climatiques quand même catastrophiques, mais ça reste quand même une donnée qui était plus ou moins intéressante en termes de vitesse associée. Après, une autre compétition en espèce de kilomètre vertical,
ça me donne aussi d'autres données sur des gradients un peu plus modérés. Et après, en fait, c'est la compétition qui me donne tout le temps une indication sur la progression de mon athlète. Et puis voilà, mais sinon, ouais, c'est de la vitesse critique en fait que je fais, mais ajusté à la pente. Et tu proposes pas de parcours de référence que tu vas faire quelques fois dans l'année sur des pentes différentes. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est proposer un parcours de référence de, je sais pas, peut-être une demi-heure, etc. Et de voir, de le reproduire peut-être 2-3 fois dans l'année, de voir s'il y a des évolutions. Ça, c'est des choses que tu proposes, qui te semblent pertinentes? Pas vraiment. Moi, je le propose pas dans le sens où, en fait, je doute à chaque fois. C'est peut-être mon biais, mais en fait, tant qu'on n'est pas dans des conditions réelles de compétition, je vois pas pourquoi mon athlète il se mettrait non plus au carton, à part si c'est vraiment dans une logique de testing très spécifique. Du coup, ouais, moi, je suis plutôt un fan de tester à la limite le sous-maximal. Donc, faire les tests d'efficacité, faire les tests de seuil 1, etc. Et se dire, OK, on va essayer d'améliorer au moins le secteur en dessous de vitesse. Et moi, je suis quasiment persuadé que ça va se transférer aussi sur les hautes vitesses. Donc, généralement, je teste le sous-maximal et après, je regarde les datas réelles de compétition et là, je compare. Mais je fais pas réellement de boucle référence. Surtout que chez des athlètes assez entraînés. Enfin, là, j'ai un coureur de montagne à plat. Si je lui dis, ouais, tu vas me faire un 5 minutes all out, mais il va être à... Enfin, en fait, j'imagine même pas les contraintes parce que c'est des athlètes qui ont des moteurs de fou. Donc c'est quand même assez drainant et je suis pas sûr qu'ils puissent se mettre dans les mêmes retranchements par rapport à ce qu'ils peuvent faire en compétition, quoi. Parce que c'est des compétiteurs aussi. Après, moi, j'ai des publics qui sont quand même assez orientés compétition. Ouais, donc mais après non, en réalité, j'en fais pas trop. Par contre, je suis assez fan de monitorer l'amélioration sur le secteur de vitesse assez sous-maximal. Parce que ça, c'est facile à faire, on peut le faire tout le temps, quasiment tout le temps. Et sur des disciplines, on va dire, de plus ou moins longues, c'est quand même des secteurs de vitesse qui sont assez discriminants. Donc, en fait, mais voilà, après, ouais, en vrai, des fois, je me dis que j'aimerais bien en avoir un qui a pas trop de cerveau. Je lui fais faire des CP5, CP12 dans toutes les pentes. Et en fait, ce serait qu'il pourrait pas finir. Donc non, mais ouais, j'essaie de plus en plus, je commence à essayer de récolter pas mal de data de compétition pour faire ces profils-là. Mais c'est des trucs qui tombent en recherche en ce moment-là, sur notamment la relation force-vitesse, qui est au final une relation juste de vitesse, mais sur des gradients différents. Et je pense que c'est des datas qui sont intéressantes dans le sens où on sort un peu de l'aspect physio, on objective. Enfin, on sort de l'aspect physio, même si on pourrait dire qu'une vitesse critique, au final, ça a quand même un parallèle physiologique assez importante, quoi. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que j'aime bien aussi ces notions-là, et je me dis, et j'ai pas validé la vitesse critique associée à la pente, mais j'aimerais bien qu'un jour il y en a un qui le fasse, tester sur différents gradients et voir si ça décroche au niveau respiratoire à partir d'un modèle qui a été extrapolé du terrain. Mais l'avantage, c'est que vitesse critique, on sait que c'est plus ou moins le seuil 2, donc en fait, ça te donne une bonne indication. Alors oui, il y a la technicité du terrain, ça, c'est compliqué. Il y a 2-3 moyens de pouvoir la caractériser, mais c'est compliqué. Mais moi, ça me suffit d'objectiver la progression, quoi. Ok. Antoine, sur le sujet des tests terrain comme ça, qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Le bioméca. Ouais, que vraiment, ça c'est la clé. Puis en fait, il y a un truc qu'on a quand même pas parlé depuis le début, alors qu'on fait quand même un truc sur le trail, c'est qu'on n'a pas parlé de la perf en descente, qui est pas du tout reliée à ce qu'on fait en termes de consommation d'oxygène. Et je pense que Rémi, il a vraiment raison. À part en compétition, les vitesses en descente estimées à l'entraînement sur une progression, c'est pas trop jouable. Alors que effectivement, ils débranchent tous le cerveau quand ils sont en compète, globalement, sur les publics en tout cas que moi je vois. Et donc pour avoir de la donnée sur les compétitions et sur les vitesses en descente et sur des segments, comme ce que toi tu fais sur des parcours de référence, par exemple la descente à Sierzinal, on a des données de compétition de plein de personnes et ça permet de faire des profils. Et ça, je pense que sur d'autres courses comme les Mathésins, par exemple, qui est une course beaucoup plus technique, bah, ça permet d'avoir des profils en fonction des personnes. Et comme c'est des courses référentes sur les circuits, comme moi avec les gens que je regarde, bah, ça me permet aussi d'avoir des références sur les progressions ou non.
Toi, Seb, je vais te laisser un petit peu la parole quand même parce que t'as pas beaucoup parlé depuis le Ouais. Comment tu fais pour tester les personnes? Alors toi, t'as un profil comme tu disais tout à l'heure peut-être un peu moins haut niveau. Quelle est ta vision du testing terrain? Déjà, je fais la photo de quel groupe je vais tester. Est-ce qu'il est homogène, non homogène? S'il est homogène, bon, bah, c'est quoi le niveau du groupe en soi, le niveau d'activité, de pratique, etc. Dès que c'est un petit peu le cas, on va forcément aller sur des paliers longs. Je vais aller sur des paliers longs. Même si c'est un protocole triangulaire, je vais aller sur des paliers longs. Donc plutôt un Vosna, d'emblée, ou un léger bouché, au moins avec des tests de 2 minutes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avant l'épisode, j'ai pu discuter un petit peu avec les 2 entraîneurs des équipes de France de trail et de course en montagne. Et du coup, je rebondis sur ce qu'a dit Rémi. Et ce qui se perd, c'est la faculté à courir sur le plat. Or, pour la course en montagne, je connais très bien l'entraîneur, qui est Antonio Gallego. Il m'a bien dit, moi je lui ai dit, c'est quoi un peu la clé? Et c'est d'avoir des qualités de coureur de 10 et de semi-marathon. Il me l'a bien dit. Il faut avoir ces qualités-là. Il faut avoir ces qualités-là, sinon on peut pas perfer à 100%. Après, il y a cette notion de descente qu'Antoine a donnée, c'est-à-dire que la différence entre les élites et les un peu plus le commun du mortel, on va dire, c'est que les élites, ça descend vraiment très très vite et ça court encore très très fort à plat. Donc il y a quand même cet aspect du moteur, de courir vite en descente et courir vite surtout à plat. Cela dit, après, si c'est un public, on va dire, très récréatif, débutant, je vais toujours aller sur un test triangulaire à protocole progressif, plutôt VAM-EVAL, qui est bien. Mais on en a parlé il n'y a pas longtemps dans le réseau Expert Sport Coaching, c'est que ce test-là, si on se connaît bien, qu'on a beaucoup d'expérience, par exemple, moi j'évite de le faire parce qu'on peut s'économiser. On peut s'économiser longtemps. Les paliers sont doux, sont faciles, on peut trouver du relâchement. Enfin, quelqu'un qui est coureur depuis longtemps, il va forcément s'économiser. C'est Thomas qui disait ça. Sur un VAM-EVAL, il sera toujours un peu surestimé. Donc voilà, donc ça dépend surtout du public. Sinon, oui, pour nos sports d'endurance, j'irai sur des paliers longs quand même. J'éviterai après, par exemple, le test de Cooper, parce que il y a quelque chose que moi, j'aime pas faire, c'est les extrapolations par calcul. Ça, j'aime pas. Donc un Cooper, c'est quand même 12 minutes. Ça fait déjà affaire à des qualités de durabilité qui sont assez énormes. Donc, selon le profil de l'athlète, si je suis quelqu'un de très puissant, mais que vraiment je suis pas du tout endurant, voilà, je vais peut-être être un peu sous-estimé et vice-versa. Après, justement, en fait, c'est là où... Désolé, je te coupe. Vas-y. Ouais, non, mais en fait, c'est là où tu te dis justement, moi, en tant qu'entraîneur, je me dis c'est toujours mieux à la limite de sous-estimer un athlète qui prépare son tour du monde potentiellement. Te dire, ok, bah déjà, visiblement, il n'est pas durable sur 12 minutes. Donc, ça veut dire que si je lui fais juste un CP6 ou un test VAM-EVAL, en fait, pour moi, la manière dont je le vois, c'est, en fait, je vais surestimer ce qu'il sait réellement faire. Je vais pas sous-estimer parce que son 12 minutes, il est probablement plus révélateur que son 6 minutes. Ouais, le seul problème, c'est qu'après, c'est un calcul mathématique. C'est ça un peu où on va faire le calcul et après, on va diviser, on va avoir une VO2 max qui est, bon, on va dire théorique, complètement théorique, qu'on va diviser par 3,5 et avoir, après, je suis d'accord avec toi sur le fait que au moins, on est sûr de pas surestimer parce que surestimer, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'après, forcément, on a des zones qui sont pas bonnes, qui sont biaisées, et on va toujours s'entraîner peut-être un peu au-dessus, ou on rentrera pas les séances, tout simplement. On voit, ça rentre pas. T'as fait quoi comme test? Bon, bah voilà. Nous, on est plutôt sur du CP6, voilà, sur piste. C'est un peu l'intermédiaire, on va dire. Après le Cooper, ouais, non, tout ce qui est avec calcul d'extrapolation, moi je fais pas. Après, si j'ai que ça sous la main, effectivement, ça reflète. Et moi, par exemple, sur ma pratique personnelle, j'en ai fait beaucoup des Cooper. Des gens qui étaient plus forts que moi, vraiment sur du très court, j'arrivais quand même à gratter à partir de la fin du Cooper, à aller les rattraper. Mais voilà, c'était un peu, voilà, j'aime pas trop ce. Après, on n'en sort pas vraiment. Bon, je sais que t'es pas fan de la VMA. On n'en sort pas vraiment un chiffre parce que le chiffre de la VMA, il est jamais arrêté. On l'arrête à un instant T, c'est sûr. Mais après, demain, elle aura changé la VMA en soi. Si on après, ce que vraiment, moi, là où je mets un warning vraiment, et ça, je veux pas en entendre parler pour moi, entraîneur, c'est les tests un peu intermittents en navette. Où là, c'est encore pire parce que le test de Cooper, c'est bien, c'est un test long.
ok, il y a un aspect durabilité, on a peut-être un petit calcul et on en sort quand même quelque chose de fiable. Et pour une athlète d'endurance, ça a du sens. Derrière, un test, moi j'avais fait un test il n'y a pas longtemps que je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous connaissez l'IFT test, l'intermittent fitness test. 30-15. Ouais, le 30-15. Donc je ne connaissais pas, j'étais bien curieux de le faire. Je l'ai fait, on m'a dit, tu as tant de VMA. J'ai dit non, c'est pas possible. Et des gens avec moi qui n'étaient pas extraits des sports d'endurance ni de la course, ils avaient une VMA, voilà, je vais dire une vraie valeur qui était sortie de 20. Moi, j'ai dit jamais. J'étais entraîneur déjà professionnel à l'époque. J'ai dit, il n'a pas 20 de VMA. C'est pas possible. Ce qui est bien, c'est qu'après, le préparateur physique, il a dit oui, ça surestime un petit peu. Donc, ça surestime de 0,5 à peu près. Donc, on a fait le test de temps de soutien derrière. Donc, ça, c'était super. La semaine d'après, on fait le test de temps de soutien, pas loupé. C'était une catastrophe. Donc, la personne a pris 19,5 et a tenu 50 secondes. Voilà. Donc, ça, c'est un vrai observable que j'ai eu sur le terrain. Et donc, ça, les tests comme ça, pour un athlète d'endurance, ça, pour moi, c'est pas que c'est interdit, mais voilà. Des fois, j'entends, ouais, j'ai fait ce test-là, j'ai fait un Gacon 45-15, j'ai fait ça. C'est un petit peu intermittent. Donc, les tests de vitesse maximale intermittente, moi, je les évite, je les fais pas. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vas-y, Antoine. Moi, j'en fais pas non plus. Alors après, j'entraîne pas beaucoup, mais de ce que j'en fais, moi, vraiment, si j'ai un truc à faire à plat, c'est un Vosna, parce que les paliers, ça correspond bien. Puis c'est aussi une grosse base de données de la fédé de tri. Donc c'est toujours pareil. Moi, j'aime bien avoir ces bases de données là et j'aime bien raisonner aussi par rapport à des choses. Peut-être parce que j'ai pas forcément énormément d'expérience non plus d'ailleurs, mais non, je fais pas ce test-là. Et puis en fait, ça c'est des tests. Avant de courir, j'étais judoka et ça c'est des tests qu'on faisait tout le temps. Et en fait, moi j'étais toujours très fort sur ces tests-là et je pense qu'ils n'ont pas de réalité pour le sport dont on discute aujourd'hui. Pour d'autres types de tests, ça mesure peut-être quelque chose d'intéressant, d'autres sports, pardon, mais non, je fais pas non plus moi. Moi, quand j'ai commencé mon diplôme professionnel, effectivement, j'ai découvert le Vosna à ce moment-là. Donc, il en existe beaucoup, hein, des tests de terrain, des protocoles à différents temps de palier. J'ai pu remarquer sur le terrain, c'est pour vraiment les gens qui ont un petit moteur, sans être péjoratif. Ça s'arrête très vite, hein, par contre. Ça démarre. Et même pour le début, les paliers d'1 km/h, qui sont quand même brutaux, ça reste des paliers brutaux, 1 km/h, ils sont entrecoupés d'1 minute. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui ont un petit moteur et qui débutent, on voit que ça n'arrive pas du tout à se caler, même sur la première minute. C'est pour ça qu'il est un petit peu exigeant. Et celui-là, voilà, si j'ai un public vraiment débutant que je devrais tester homogène, je ne le ferai pas pour ma part, parce que c'est un petit peu exigeant. Même si je suis d'accord avec toi, quand on fait un Vosna, on en sort une certaine valeur et elle est quand même très fiable. Pour après la réutiliser sur mes athlètes, c'est très fiable. Ok. Ce que disait Rémi, qui est vrai, hein, je pense que c'est à la limite qu'il soit exigeant le test, c'est pas très grave, parce que pareil, il vaut peut-être mieux sous-coter un petit peu et puis avoir cette marge de sécurité là aussi. Ouais. Des fois, on voit les gens qui arrivent même pas à se caler du tout sur le plot. Ils utilisent une énergie folle juste pour arriver à simplement se réguler sur le plot. Alors, soit ils sont trop devant, soit ils ralentissent trop. Ils font un peu l'accordéon. Voilà, donc peut-être dans les aider à aller. De toute façon, on sait que si on a une VMA à 13, par exemple, on sait que voilà, ça durera pas très longtemps non plus sur un VAM-EVAL, sur un léger boucher. Voilà. Mais après, effectivement, on est tous d'accord que c'est bien les paliers longs. Au moins, il n'y a pas de débat après sur je suis surestimé ou pas. Et dans l'idée, ouais, on préférera toujours un petit peu sous-estimer. Enfin, moi, je suis d'accord là-dessus. Toujours sous-estimer, c'est mieux que surestimer. Bon, on va passer à la dernière partie où on va aborder un peu des sujets un peu en rafale là, assez rapidement. Allez, je te pose la question à toi, Rémi. Est-ce que tu utilises les comparaisons de segments Strava dans le cadre de l'analyse des performances de tes sportifs ou pas? Moi, faut pas laisser ouvert son Strava parce que c'est une catastrophe. Ouais, je regarde beaucoup. Alors, je regarde pas forcément mes athlètes, mais je regarde les autres athlètes. Ça, c'est sûr. Mais ouais, en fait, ça, c'est l'un des avantages de Strava, c'est que c'est quasiment open source et en fait, on peut comparer les vitesses. En plus, maintenant, il y a des plugins, enfin, il y a des trucs qui sont vraiment bien optimisés. On peut sortir les vitesses, les pentes, etc. Et en fait, après, on peut vachement bien objectiver. Enfin,
moi j'avais un athlète à Sierzinal, je savais que globalement il pouvait être dans les 20 premiers, à moins qu'il y ait eu une progression de dingue en un an, mais globalement c'était dans les vitesses ascensionnelles, je savais que c'était encore sous le seuil 2 dans le domaine élevé. Sur la durée globale pour monter tout en haut, c'était qu'à 50 minutes, 55 minutes, je me suis dit bon, tout ça, ça passe en fait. Physiologiquement, ça, vu que la technicité, elle est pas énorme non plus, je savais que ça passait. Donc ouais, moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup la data. Ça veut pas dire que je les balance à la tête de mes athlètes, hein, parce qu'ils ont pas que ça à faire et il faut déjà qu'ils s'entraînent. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais ouais, j'ai tendance à pas mal regarder et majoritairement Strava en fait, que Strava d'ailleurs. Je regarde les segments, les pourcentages de pente. Et après aussi c'est bien parce que vu que certains athlètes courent quand même pas mal sur tapis, bah je peux vite voir en fait, vite voir ça. Mais ouais, j'utilise beaucoup Strava. Ouais. Antoine, je te pose la question, est-ce que tu utilises les index de performance UTMB, ITRA, Bitrail, etc. pour vérifier un petit peu la... Est-ce que tu leur fais confiance? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes toi perso? C'est quoi ton point de vue? Donc, si j'ai quelqu'un qui vaut 450 et quelqu'un qui vaut 906, je vais pas me poser la question. Alors après, sinon sur le reste, pas forcément beaucoup. Parce que quand on fait un peu d'historique et qu'on prend un segment Strava, mais en fait on prend les temps de la course fait d'année en année, bah même si les temps ils sont meilleurs, j'ai pas l'impression que les index ils montent énormément. Donc compliqué. Et non, je regarde pas forcément. Plutôt Toi, Rémi, tu fais attention à ça, aux index de performance? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment un truc que je regarde pas du tout. Ouais, je sais même pas comment c'est calculé pour te dire à quel point ça m'intéresse pas. mais ouais, non, c'est vraiment pas un truc que je te dis. Moi, je cherche à objectiver la performance de mon athlète et ça peut être une performance qui est entre guillemets bonne dans le nuage de performance de tout le monde, comme moins bonne, mais moi en fait je cherche à faire progresser mon athlète en fait. C'est pas, ouais, c'est pas un truc qui m'intéresse. On te rassure, nous non plus, on sait pas comment c'est calculé. Hein. Oui, ouais, j'imagine ça doit être des résultats de course. Il y a un épisode que j'ai fait sur le sujet, tu peux aller voir si ça t'intéresse, mais bon, c'est les algos sont pas publics, donc c'est compliqué. Pourquoi Rémi, je reste sur toi ou peut-être Antoine, je sais pas, peu importe qui veut se lancer. Pourquoi le sujet de la fréquence respiratoire? Là, je suis actuellement à la formation de Schoenstein sur la respiration à l'effort. Pourquoi le sujet de la fréquence respiratoire comme marqueur de l'intensité est si peu abordé et si peu utilisé, et est-ce que c'est utile d'avoir cet élément-là comme Antoine a quitté la réunion, ça veut dire que le sujet est peut-être pas... Il a abandonné. Il a abandonné. Est-ce que le sujet de la fréquence respiratoire peut être un élément utile de ton point de vue, Rémi? Alors, j'ai pas le contexte, j'ai pas fait sa formation et tout. J'imagine peut-être il dit ça parce que il y a des papiers qui montrent que la ventilation, et je dis bien la ventilation, je dis pas la fréquence respiratoire, c'est un bon indicateur de l'influence des seuils et de la dégradation des seuils, notamment le seuil 1. Et ça, c'est les papiers de Plouz et de Monder qui ont montré ça. Et du coup, c'est un bon proxy et c'est une manière de bien gérer l'intensité et de voir de manière dynamique l'influence de la fatigue sur nos seuils. Et donc, ça veut dire qu'au lieu de regarder la fréquence cardiaque qui va évoluer au fil de la fatigue, on pourrait regarder la fréquence respiratoire, mais normalement, c'est plutôt la ventilation qu'on va regarder. Après, la question, c'est quel outil on utilise pour mesurer la ventilation. Et là, c'est un autre chantier parce que concrètement, on n'a pas de moyen à part avoir un outil qui mesure la ventilation, de l'observer. Je pense qu'il y a des outils comme l'Exoskin là qui doit extrapoler plus ou moins la ventilation, mais on n'a pas de manière objective. Après, peut-être que Sean il a un truc, mais je suis pas certain que la fréquence respiratoire soit un gage d'une meilleure gestion de l'intensité. Je sais que Caroli aussi il parle de la fréquence respiratoire. Mais je sais pas s'ils confondent ventilation et fréquence respiratoire. Mais des papiers que j'ai lus, je suis pas sûr que ce soit le meilleur gage de la détérioration de nos seuils. Après, peut-être que j'ai mal. Antoine, ton point de vue sur le sujet de la fréquence respiratoire ou de la ventilation?
La ventilation, oui. Je suis d'accord avec Rémi. C'est normal, la ventilation, au final, c'est les seuils, en fait. Donc, oui, ça, c'est quand même la base du test. Donc oui, je peux être d'accord. La fréquence respiratoire, je dirais que c'est dur à utiliser parce que typiquement, c'est très individuel. Et là, maintenant, on a quand même un petit peu une bonne base de passation, nous, où du coup, on a la fréquence respiratoire qu'on regarde en même temps que tout le reste. Et il y a des gens qui ont des profils particuliers, notamment sur un modèle à 3 zones au milieu de la zone 2, où là, des fois, on a des adaptations sur la fréquence respiratoire qu'on observe chez des personnes, mais qu'on n'a pas du tout chez d'autres personnes. Donc, chez ces personnes-là, sans doute que ça peut être intéressant de regarder parce qu'on passe quand même on passe une certaine adaptation du corps à l'effort, mais il y a chez des personnes qui c'est très linéaire, il n'y a pas de dégradation de pente. Enfin, je pense que c'est un outil qui est très dur à utiliser si c'est pas bien monitoré et puis si c'est pas testé de manière très individuelle, je pense. Surtout que je pense que la plupart des outils qui nous permettent d'extrapoler la fréquence respiratoire, ça doit être des algos issus de la fréquence cardiaque, je pense. Et ça, c'est horrible. Bah ouais. C'est comme 200 voilà, vraiment l'âge, quoi. Ça, c'est horrible parce que tu peux regarder n'importe quel graphique et moi, j'ai comme tout le monde les fréquences cardiaques et j'ai aussi la fréquence respiratoire. Et t'as pas plus corrélé que la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire sur le schéma. Donc je sais pas trop. Je serais curieux de savoir ce qu'ils en pensent. Mais en tout cas, les papiers de Monner qui parlent de la durabilité et de l'influence sur le seuil 1, c'est la ventilation qui est le mieux corrélée. Après, la question, c'est comment on arrive à vraiment mesurer cette ventilation-là. Là, je disais tout à l'heure, il y a l'Exostin, là, c'est le t-shirt qui a été validé. C'est le seul outil pour moi. Après, je connais rien d'autre, moi. Les capteurs thoraciques, ça a pas de possibilité de vérifier la fréquence respi. Comment? Les capteurs thoraciques ou les capteurs, capteurs brassard un peu moins, mais les capteurs thoraciques, ça, y a pas mécaniquement la possibilité d'extrapoler la fréquence respiratoire. On parle d'une ventilation, ouais. C'est un IMU, hein. Ce qu'ils mettent dedans, c'est une centrale inertielle, donc ils vont quantifier un certain déplacement et on va l'associer à. Je sais pas ce que t'en penses, Rémi. Je pense que c'est comme ça qu'ils font. Quand c'est le plus juste, c'est pas basé sur l'AFC, donc ça, je suis pas convaincu qu'on soit suffisamment fin pour faire ça. Et puis un autre point qui m'est venu vis-à-vis de ce que tu disais là sur la durabilité, puis ça m'y a fait penser. Mais il y a quand même une grosse corrélation entre le geste mécanique et la fréquence respiratoire aussi. Et l'influence de la rythmicité du geste, que ce soit du vélo, de la course, en fait, de notre cadence à la course, sur notre manière de respirer. Donc, en fait, il y a tellement de facteurs qui déterminent ce truc-là que d'en faire quelque chose, c'est pas facile. Je pense. Je t'ai entendu parler à plusieurs reprises, Rémi, de capteurs thermiques. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur le sujet? Est-ce que tu les utilises? Est-ce que ça a un intérêt pour vérifier l'intensité de l'effort ou pas du tout? Moi, j'utilise n'importe quoi et tout à la fois. Donc, non, moi, je suis très curieux. Donc après, j'utilise des trucs. Ça veut pas dire que je retire tout le temps des données qui sont ultra intéressantes. Après, ouais, en fait, pareil, vu que j'ai tendance à essayer de mesurer un des gages de progression pour moi, c'est de mesurer le secteur de vitesse un peu plus bas et de regarder si j'ai une amélioration de l'efficacité. Souvent, c'est un bon gage sur de la longue distance. Et globalement, être capable de limiter, on va dire, la charge thermique à partir de capteurs qui sont capables de la mesurer aussi de manière précise, pour moi, c'est aussi un gage d'amélioration de l'efficacité. Alors après, on pourra avoir tout un débat sur la manière dont on détermine les températures corporelles et si c'est fiable. Mais c'est un outil que j'ai utilisé et là, l'avantage aussi, c'est que c'est pas invasif, l'athlète il peut le porter tous les jours. Et après, voilà, en fonction de, je sais pas, la longueur des intervalles, l'intensité, etc. En fait, ça te permet aussi d'avoir un indicateur de plus d'efficacité. Alors après, il faut se dire que c'est des modèles qui vont extrapoler la température. Il peut y avoir plein de biais autour de ça. Après, ça, c'est chacun fait son point de vue. Moi, pour l'instant, je suis pas capable de te dire à partir des données que j'ai eues, j'arrive à te dire qu'il faut travailler ça ou ça ou ça. Mais c'est un indicateur de plus qui permet de voir un peu l'efficacité. C'est comme ça que je l'utilise pour l'instant en tout cas. Mais des fois, je dis juste à mes athlètes porter le truc et moi je regarderai en parallèle si ça m'apporte quelque chose d'intéressant ou pas, quoi. Ouais. Donc tout ça, on se rend compte quand même que
Voilà, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes, beaucoup de biais aussi, beaucoup de limites. Donc voilà, on essaie de prendre tout ça à la fois et d'en tirer quelque chose. Comme tu dis, on a l'impression quand même qu'on est qu'au début de tout ça et qu'on apprend. On va faire un dernier petit tour de table pour que je recueille un petit peu vos dernières pensées là-dessus. Allez Seb, qu'est-ce que tu veux ajouter ou qu'est-ce que tu veux dire sur le sujet du testing des trailers? Moi, je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais tests réellement. Il faut faire une réponse de Normand parce que c'est l'entraînement. T'as fait une réponse d'Edouard Baird là. C'est toujours une réponse de Normand, l'entraînement. Il y a pas de. C'est pour ça qu'on aime bien parce qu'il n'y a pas de. Si tout était un protocole fixe, on s'embêterait. Non, mais il faut toujours aller chercher je pense, la spécificité donc qu'est-ce que je veux en tirer aussi. Donc je fais quel test par rapport à quelle spécificité. Après se pose encore la question des filières un petit peu. Donc ce qui est le plus dur pour moi, c'est peut-être de tester le sous maximal encore. Forcément sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, je vais travailler aujourd'hui sur cet aspect de boucle, un petit peu de boucle testing. Je travaille un peu là-dessus, voir. J'en ai parlé avec Adrien Séguré, voilà, lui, il a fait un peu ce protocole-là sur 1 heure, sur l'heure, mais bon, sur de l'élite. Après, je sais pas, Rémi, combien ou Antoine, combien autour de puissance critique ou SV2, le temps moyen de temps de soutien. Mais moi, j'estimais peut-être à faire un test de 45 minutes. Voilà. Après, c'est hyper exigeant et après, on n'est pas dans les conditions de la compétition. On n'est pas non plus. Est-ce que ça vaut le coup d'aller se mettre 45 minutes, une rincée de fou sur une boucle? Mais après, c'est hyper intéressant parce qu'on va faire transpirer des qualités, des défauts, surtout si on repasse plusieurs fois sur le même segment. On peut aussi en faire transpirer des qualités de durabilité. Donc bon. Il faut tester, mais après voilà, je pense qu'il faut aller chercher des paliers longs, des tests quand même avec des protocoles un peu longs et puis s'adapter aux besoins. C'est-à-dire si je veux travailler la puissance sur pente faible, je vais aller créer un test de pente faible. C'est ce que j'ai fait là sur 1 km, à 10%, sur une pente bien lissée là autour de Grenoble. Et après, ça peut être, pour rejoindre Antoine, j'avais été faire ça à Font-Romeu aussi avec Greg Doucen, des pentes en force, au moins aller à 25%. Voilà. Si je fais une échappée belle, je vais peut-être aller me tester sur ça. Si je fais quelque chose de très roulant, voilà. Donc, tout s'adaptera. Le test, je pense qu'il faut l'adapter par rapport qu'est-ce que je veux développer. Si je fais un développement de 12 semaines, un gros cycle de développement, je vais faire un test qui correspond à ça, ou quelle est la qualité visée de mon objectif principal. Donc là, on va aussi aller chercher le test qui correspondrait le plus et sur lequel on va bosser, quoi. Mais après, voilà, il n'y a pas de bon mauvais test, et je pense que on en a parlé tout à l'heure sur tout ce qui est physio, tapis, c'est hyper intéressant aussi. Je pense que ça vaut le coup d'y passer au moins une fois. Quand on est même un athlète, on va dire récréatif, mais qui s'entraîne sérieusement, je pense que ça vaut le coup. C'est une bonne expérience. Excellent. Antoine, je te laisse rajouter le mot de la fin te concernant. Ouais, alors après, moi, c'est plutôt du côté test que du côté entraînement, mais je pense qu'il faut bien connaître les spécificités d'une discipline pour la tester et en tirer des vraies implications. Par exemple, un truc qu'on n'a pas discuté aujourd'hui, c'est le moment de transition marche-course, par exemple, en trail. Quand est-ce que je marche, quand est-ce que je cours, d'un point de vue de la motricité? Est-ce que ça a un reflet physiologique quand on le teste aussi en labo? Voilà, il faut avoir une bonne compréhension de ce que c'est que l'activité. Donc, je pense qu'il faut la pratiquer. Il faut aussi avoir un côté très terrain. Et après, il faut se construire un modèle dont on connaît surtout bien les limites et dont on arrive à en tirer des données qui ont du sens, et on fait pas du test pour du test, quoi. Avoir des données, c'est bien, mais il faut les faire parler, il faut y réfléchir, et il faut y laisser du sens physiologique. Voilà. Excellent. Je sais pas si je dirais plus de choses, c'est bien comme ça. Rémi, à toi, je te laisse clôturer. Ouais, et j'étais en train de réfléchir à un truc, du coup c'est une question qui m'est venue. C'était par rapport à je suis désolé, je vais revenir vite fait pour parce que j'ai une question pour Antoine, mais par rapport à la NIRS et la pente, forcément tu dois avoir une influence quand même.
La MIRS, tu peux préciser la MIRS? La NIRS, le MOXIE. L'oxymétrie, en gros. Parce que moi, j'ai testé, je monitore un peu les intensités, surtout en ski avec la NIRS. Et bon, déjà, c'est position dépendant quand même pas mal. Et j'imagine gradient dépendant aussi de fou. Et du coup, t'arrives à quand même bien standardiser, avoir quelque chose de reproductible sur les positions. Et qu'est-ce que tu observes sur les gradients aussi, en fonction de. Le recrutement musculaire, c'est pas le même. Enfin, ça dépend de la motricité, mais c'est pas la même chose. Du coup, c'est vachement influencé, quoi. Ouais. Et puis du coup, c'est pour ça que quand on a les données dans une même motricité, en tout cas sur l'état stable, c'est intéressant aussi. Mais c'est intéressant aussi quand on voit, par exemple, nous, dans le test, dans le ramp, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe aussi à la transition marche-course. Et on a ce moment-là et on a les données juste avant, après, et ça permet de voir aussi quelle est l'influence de ce changement de motricité sur tous les paramètres, dont la NIRS. Mais après, pour moi, il y a des grosses limites déjà en fonction de l'outil. Par exemple, tu as un MOXIE où tu utilises par exemple un autre modèle qui s'appelle Artinis, où là, déjà, rien que techniquement, c'est pas les mêmes caractéristiques. Et du coup, je pense qu'il y a un effet position, il y a un effet vitesse à laquelle ton coureur il évolue. Par exemple, si tu fais un test à plat, pour moi, un MOXIE, ça bouge trop. Et il y a trop de phénomènes mécaniques pour avoir une bonne qualité de mesure. En pente, on s'en sort un petit peu mieux. Et on s'en sort un petit peu mieux. Alors, il y a une collègue à Lausanne qui m'a parlé l'autre jour d'un seuil à partir duquel eux, ils considéraient que la désaturation, la donnée, elle était plus fiable. Parce qu'en fonction du cisaillement musculaire, de la compression au niveau du tissu, mais en fait, ce qu'on vient mesurer en termes de pourcentage de saturation, on n'arrive déjà pas à le faire quand on fait de l'occlusion. Donc là, on perd la réalité physiologique de la donnée en fonction du phénomène et du domaine d'intensité dans laquelle tu mesures, je dirais. Okay. Mais du coup, oui, il y a des choses intéressantes, mais pas en tant que valeur absolue, plutôt en tant que valeur de tendance ou de courbe, je dirais, sur du testing. Okay. Ou alors vélo. Vélo, ça marche plutôt bien. Oui, très bien. Ski alpi, ça marche vraiment bien. Ouais, bah ça s'y prête bien aussi en motrice. Ouais. Mais, ok, non, c'était juste pour ça. Mais merci Antoine pour la réponse. Ouais, non, après, en termes de résumé, bon, je sais pas grand chose. Moi, je pense, vu que je suis quand même pas mal sur le terrain, j'essaie vraiment peut-être d'objectiver. Donc, si les gens pouvaient retenir quelque chose, ce serait peut-être de se dire, il faut tout le temps mettre en parallèle les valeurs physiologiques et la réalité objective, en fait. C'est pour ça que j'aime bien aussi la bioméca. Alors, c'est bien d'avoir la lentille physiologique, mais de se dire, au final, un athlète, il cherche à aller le plus vite possible du point A à un point B, quoi. Au final, même indépendamment, j'ai envie de dire, de la physiologie, quoi. S'il y a une amélioration de la vitesse, c'est tout ce qu'on lui demande, en fait. Donc, qu'il ait perdu 3 points en VO2 max, bon, bah, c'est bien, mais si tu vas plus vite, c'est encore mieux, quoi. Donc, c'est toujours être capable d'objectiver. Et c'est pour ça que et je suis vachement content aussi que la littérature, là, elle commence à prendre aussi des data open source, de Strava, etc. Ça commence à faire vraiment des profils de vitesse aussi intéressants, d'avoir des vraies valeurs et de se dire comment on peut objectiver et aussi potentiellement à l'avenir donner des outils aux athlètes pour pouvoir objectiver directement dans leur pratique sans avoir besoin forcément d'aller dans un labo et faire tout ça, quoi. Même si ça reste quelque chose qui est hyper intéressant et qui peut donner plein de choses cool. Donc ouais. Ok. Excellent. Bon, ben merci à tous les trois pour ce moment. Alors, j'espère que les auditrices et les auditeurs arriveront à tirer quelque chose. Ça a été assez technique par moment, mais en tout cas, merci de tous vos partages de connaissances et d'expériences. Puis moi, si je voulais un peu synthétiser l'épisode, c'est effectivement il faut tester pour en tirer quelque chose et puis pour vérifier une progression aussi. Et pas tester pour tester et tester dans la spécificité de notre discipline. Voilà, je pense que c'est un peu ce qu'on peut retirer de tout ça, et qu'effectivement chaque méthode de testing, que ce soit labo ou terrain, a ses limites, a ses limites. Donc effectivement il faut en avoir conscience et se servir de toutes ces différentes méthodes de testing pour dresser un profil un peu complet. Merci en tout cas pour cet échange qui était très sympa. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Salut Nico. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bonne soirée.
Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Rémi, Antoine et Sébastien, que je remercie énormément pour le temps qu'ils ont accordé au Let's Try Podcast. Et je vous l'avais dit, je ne vous avais pas menti, cet épisode était assez pointu et technique. J'espère que ça ne nous a pas fait fuir. Donc si vous écoutez ce petit message en fin d'épisode, c'est que vous avez tenu bon. Merci en tout cas, encore une fois, à tous les intervenants de cet épisode. Si tu souhaites nous rejoindre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Let's Try Podcast. Tu peux également me suivre à titre perso sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou Strava à Nicolas Guilleneuf. N'hésite pas, si tu veux aider le LTP, à te rendre sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify, y mettre 5 petites étoiles. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais ça fait toujours du bien et ça fait toujours plaisir de voir que le LTP fait réagir. Et pourquoi pas un petit commentaire. Le petit commentaire, ça c'est vraiment le petit plus. Le petit plus Periglioni, comme dirait l'autre. Et donc, si enfin tu souhaites aider le LTP, ça c'est vraiment le climax. Rendez-vous sur la plateforme patreon.com/Let's Try le podcast pour soutenir le LTP à partir de quelques euros par mois. N'hésite pas également à parler du podcast autour de toi et comme ça, ceux qui veulent avoir accès à des épisodes sur différents sujets, ça leur permettra d'avoir du contenu. Donc merci à toi pour tout ceci. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut. Et maintenant, je te laisse profiter du petit échange, d'un petit extrait du dernier, les recos de Yannick que j'ai mis à disposition sur la plateforme Patreon il y a quelques jours. Allez, je te souhaite une bonne écoute de l'extrait. À bientôt, salut. Ouais, écoute, la dernière vidéo, on en avait parlé. Alors, on va faire du local. Du Patreon. Ouais. On va faire du Patreon, on en avait parlé dans le premier épisode. C'est le film Au-delà des montagnes avec la Team Trail Finistère à l'UTMB 2025. Et je m'auto-flagelle, je n'ai pas vu cette vidéo. Pas taper, Morgane. Je te promets que je vais le faire. Écoute, il va falloir que tu la regardes parce que vraiment, j'ai adoré. Donc, alors déjà, excuse-moi si j'écorche ton prénom, je sais jamais s'il faut dire Morgan ou Morgane. Et Pouliquin ou Pouliken, mais bon, tu me préciseras ça. Mais en tout cas, il me semble que c'est Morgan. Il nous en avait parlé avant qu'elle sorte, et puis moi j'avais vraiment hâte là de pouvoir la voir. Ça a été réalisé par Guillaume Suan, qui, à ce que j'ai vu, est un journaliste sportif breton. J'ai vu sur son Insta, c'est un photographe aussi, pas mal de photos, je crois qu'il avait fait. Et du coup là, on suit l'épopée de la Team Trail Finistère. Sur la fin de leur prépa, dernier week-end choc notamment dans le Finistère avec des paysages magnifiques qui donnent envie clairement d'aller courir sur ces sentiers. C'est une région que je connais peu, enfin le Finistère, je connais les autres parties de la Bretagne, mais le Finistère un peu moins. Mais en gros, ça donne vraiment très très envie. Et puis surtout, l'ambiance qui se dégage en fait du team, les gens. Donc on va les citer. Il y a Chloé Bacon qui elle va s'aligner sur l'ETC, qui, il me semble, est la plus jeune de l'équipe. Non. Et puis rapidement, avant qu'on se quitte, puisque tu vas devoir y aller bientôt, dernière recommandation, et ça t'en parleras peut-être mieux que moi, c'est Footing Souple, le nouveau podcast de tes amis Régis et Mathieu. D'autant plus qu'il y a eu ils ont lâché une petite bombe là, mais je sais pas si tout le monde a pu s'en rendre compte dans leur dernier épisode. Mais c'est quand? Alors, tu m'en as parlé par message, mais c'est quand qu'ils ont dit ça? Parce que je l'ai écouté hier. Le dernier épisode? En tout début d'épisode. Un début d'épisode. Alors, ils disent quoi? Vas-y, rappelle-moi. L'épisode, c'est l'épisode numéro 16, il me semble, la résolution française. La résolution française. Où en gros, ça fait référence à l'épisode que tu as enregistré avec Germain. Ouais. Et où en gros, ils se plaignent un peu de ce qui a été dit. Ils trouvent les élites pas très sympas à leur égard. Et puis après, ils disent... ils se plaignent parce que en fait, ils se sont plaints parce que en fait, Germain dit que j'annonce que j'ai été nommé parrain de Footing Souple. Et Germain dit en gros que de toute manière parrain c'est un peu le titre qu'on donne à ceux à qui on sait pas quoi donner comme titre, quoi. Donc ça n'a pas tellement de valeur. Et donc Régis et Mathieu disaient que c'était
c'était méchant quoi de dire que le titre était inutile quoi. C'était un peu ça que j'ai compris.